Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Et aujourd'hui, c'est Valentin T qui nous ramène son jeu. Ça va la pêche ? Bah ça roule, on vient de finir la partie, je suis à fond. Valentin, t'es tellement cyberpunk comme mec que ça m'étonne pas du tout que tu enfin, t'es même punk tout court, mais ça m'étonne tellement pas que t'aies fait ce jeu. Comment il s'appelle ce jeu ? Le jeu, alors le nom de code en ce moment c'est Heart Runner, Heart comme un cœur. Parce qu'il y a un cœur artificiel dans le jeu, on va en parler, et runner, comme runner, c'est le nom classique des gens qui font des missions dans des univers cyberpunk. Effectivement. Voilà, Heart Runner. Et nous sommes avec Guillaume Rioux. Guillaume, ça va la pêche ? Salut Romaric. La banane. Ça va très bien. Thibaut Salut à tous. À regarder, à assister à la partie, parce que c'est un jeu dans lequel on peut pas jouer à plus de 2 joueurs. En fait, j'ai déjà fait des parties à 3, ça se passe bien, mais en fait, moi perso, je trouve le flow de la partie plus sympa quand il y a 2 joueurs que 3 pour des raisons de rythme, quoi. D'accord, très bien. Je préfère jouer à 2, même si à 3 on peut y jouer. Ok, entendu. Oui, parce que je vois pas tellement pour l'instant en état des limitations pour ça, mais ok, d'accord, très bien. Alors, peut-être commencer par une rapide présentation du jeu. Je te laisse faire. Ouais, donc je peux vous lire le pitch du jeu qui donne un peu le ton déjà. Alors où il est ? J'ai plein de cartes alors. Si vous n'avez pas le matos. C'est un playtest, je précise. Ouais, c'est un playtest. Bon, qu'importe, tant pis pour ça. Oui, peut-être que je vais dire des insultes dans ce podcast. Bah, en gros, ouais, alors si je peux commencer très simplement. C'est un jeu tradi. Donc déjà, il y a un meneur de jeu. Donc moi, j'étais meneur de jeu. Je maîtrise les décors, les personnages, etc. Et il y a des joueurs qui jouent leurs personnages, leurs décisions, etc. Dans ce jeu, le pitch, c'est que les joueurs jouent des personnages qui sont à la ramasse en termes de thunes. Et à cause de ça, ils font le choix de devenir dans un univers cyberpunk, donc futuriste, sombre. Ils font le choix de devenir des mercenaires, quoi, de tout risquer. On achète un cœur artificiel qui va donc nous permettre de gérer notre adrénaline, en fait. Mais ça nous coûte énormément d'argent. T'as cette idée, voilà, puisque de toute façon ma vie elle est pourrie, je vais tout risquer, je vais tout miser, je vais prendre un risque, je vais mettre ma vie en jeu, je vais parier, enfin je vais faire un pari. C'est ça. Je vais mettre ma vie en jeu, le tout pour le tout, pour pouvoir me payer une retraite au Bahamas. Donc voilà, les personnages, donc le jeu potentiellement est un jeu qui peut se terminer prématurément. Donc moi j'imagine ça comme des campagnes de 5-6 parties. Alors, on peut jouer en one shot. Mais en campagne, ce serait 5-6 parties où l'idée, c'est d'arriver à sortir de la galère en faisant des missions très risquées qui peuvent se solder par la mort des personnages et la campagne s'arrête. Mais entre-temps, si les missions sont réussies, on gagne de l'argent, des dollars qui permettent d'acheter du matos de meilleure qualité, donc du cyberware, des implants cybernétiques, des programmes informatiques de hacking, du hardware, des armes, etc., pour pouvoir prétendre à des missions beaucoup plus difficiles, mais on est mieux équipé. Mais ces missions-là, elles sont bien mieux payées. Et donc, on peut comme ça monter en ligue progressivement pour espérer atteindre le pactole à l'issue de la campagne et dépenser ce pactole pour pouvoir prendre sa retraite. Donc ça, c'est un mode de jeu possible. C'est le mode standard, on va dire. Dans l'intervalle, il y a plein de péripéties qui vont arriver du fait des missions, du fait de devoir acheter du matos, les personnages qu'on va rencontrer, les conséquences de nos actions, etc. C'est ça qui va faire le cœur de l'expérience de jeu. Alors, j'ai 2 choses à rajouter. La première, c'est donc dans le pitch, il y a cette idée que dont Vaquette avait un petit peu parlé dans le podcast sur le bouffon, qui est qu'il vaut mieux une belle défaite qu'une victoire sans grâce, qu'il vaut mieux finalement une vie palpitante, pleine d'action et de passion, quitte à y laisser sa vie pour gagner de l'argent et s'acheter en fait la gloire, plutôt qu'une vie ennuyeuse de corpo, chiante, etc. Donc ça, c'est la première tension, c'est-à-dire que nous, on joue des personnages qui ont décidé de tout miser, et autour de nous, il y a une société qui, au contraire, est vaincue des défaites, etc. Ça, c'est un premier élément d'univers que je rajoute par rapport au pitch qu'on n'a pas réussi à retrouver. Ouais. Et la deuxième dimension, c'est une dimension plutôt de tradition de jeu, cette fois, c'est que le jeu, pour moi, s'inscrit clairement dans la lignée des OSR. Oui.
Voilà, c'est que y a un risque pour les personnages, il y a des négociations constantes avec le meneur de jeu pour ce qui est difficile, pour les moments où on va lancer le jet de dés, qu'est-ce que c'est que voilà. Donc ça c'est quelque chose. Si vous connaissez l'OSR, il faut voir que ce jeu s'inscrit à mon avis dans cette tradition en termes de mécanique et de système. Ouais, alors peut-être pas en termes d'expérience de jeu, Alors voilà. mais vraiment en termes de on va dire système fondamental, c'est-à-dire les joueurs disent ce que font leurs personnages. Moi meneur, je juge est-ce que ça mérite un jet de dés ou pas. Si c'est vraiment difficile et risqué, je dis ok, ça mérite un jet de dés, sinon ça réussit automatiquement. Mais c'est quand même, je pense, plus rythmé que les expériences OSR classiques. On va en reparler de ça, on va en reparler et on verra, on essaiera un peu de voir pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'on commence d'abord par dire si on a kiffé ou pas ? Parce que c'était la première question, Guillaume, que tu avais envie de poser. Ouais, et puis, alors, toi, t'as kiffé ou pas ? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la partie, c'était très palpitant. Et puis le jeu, il a plein de ressources, il me semble vraiment hyper prometteur. Après, on peut peut-être aussi dérouler la fiction pour que ce soit représentatif pour les auditeurs, comme vous voulez. Alors j'aimerais autant pas. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce scénario, c'est le scénario d'intro. En fait, pour la fiction, moi, ce qu'on peut dire, je pense, c'est on vous a donné un contrat, sans trop vous donner de détails. Vous êtes entré dans un lieu, vous avez foutu un énorme bordel. Non, t'es pas d'accord ? Non, en fait, la fiction commence avant. Okay, la fiction commence avant, elle commence en fait au moment où on reçoit le cœur artificiel. Ah oui, et où c'est vrai, t'as raison. En fait, tu nous donnes un post-it avec une dette dessus, et une dette de 1000. Et donc, du coup, ça déjà, du point de vue mécanique, c'est très intéressant, c'est-à-dire que donc, tu nous donnes de l'argent. Dans un premier temps, tu nous donnes des ressources. L'argent, donc c'est quoi globalement, c'est ce qui va vous permettre d'acheter différents types d'équipements, différents types d'objets dont vous disposez, qui sont représentés sous la forme de cartes. On y reviendra. Et tu nous donnes, en plus de cet argent, une dette. Sous-entendu, vous avez acheté votre cœur artificiel. D'ailleurs, le cœur artificiel, donc qui est la fiche, plus ou moins la fiche de personnage. Enfin, un des premiers éléments qu'on a, c'est comment dire, on voit qu'il a un prix, donc ça veut dire qu'on l'a payé, donc on est endetté. Donc déjà l'histoire commence à ce moment-là, au moment où on réalise qu'en fait on joue des losers, des personnages qui sont dans le négatif. D'accord ? Ça pour moi c'est très important parce que ça va orienter la façon dont on va se concevoir. Et ensuite tu nous fais choisir un métier. Et là déjà la fiction commence. Toi, tu choisis quoi comme métier ? Moi, j'ai choisi nomade où je récupérais du matériel. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça hyper intéressant ton setting initial parce que en termes de game design, parce qu'il y a une fusion en fait entre le but et le moyen. Puisque le but c'est d'obtenir de l'argent pour en fait s'affranchir de sa condition et en même temps l'argent est omniprésent dans le jeu et en fait va être un moyen constant. Et tu disais tout à l'heure, c'est vraiment l'expérience que tu veux faire vivre au niveau narratif, c'est l'idée de stop ou encore, c'est en fait est-ce qu'on se fixe un objectif qui est au-delà de nos moyens actuels et en fait on ne sait pas si on va réussir à l'atteindre. Et en fait la mécanique elle est vraiment elle est complètement cohérente avec cette narration là puisque en fait, on se dit, ok, on n'a pas de thunes, et quel est le premier mouvement qu'on fait ? C'est s'endetter. Donc en fait, pour moi, il y a une aggravation en fait de la situation initiale. Donc ça, je trouve ça assez génial. Et ensuite, en effet, puisque on va avoir en fait notre but, ça va être de gagner de l'argent, mais en fait, cet argent, il va être réinvesti sans cesse pour se rééquiper, pour après refaire d'autres missions. Et il y a un peu c'est un peu l'effet Sisyphe, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. On pourrait même en faire un peu un concept de game design, quoi. Dans Shards, on en parlait le jour avec Globos, qu'on testait Shards of Eternity, qui est un jeu de deck building. On aura l'occasion d'y revenir, mais il y a une dimension aussi deck building dans le jeu de Valentin. Au départ, en fait, si on laisse les paquets tourner tout seuls, les deux joueurs sont morts. Enfin, les joueurs vont s'entretuer, en fait. Donc là, c'est pareil. Le jeu nous pose, d'entrée de jeu, on commence dans un déséquilibre. Et donc, si on ne joue pas, si on ne va pas dans le jeu et si on ne fait pas les missions, par défaut, en fait, on va mourir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le jeu nous pousse à l'action. T'as plusieurs horloges. Le côté, t'as une dette à rembourser bientôt, donc dans 7 jours dans la diégèse. Et en plus de ça, beaucoup de choses sont chiffrées. Donc par exemple, la bouffe, on prend en compte la bouffe, il y a un prix pour le kebab, quoi. C'est $20, et si jamais tu bouffes pas tous les jours, moi je vais te dire t'es fatigué, parce que, enfin t'es affamé, pardon. Et puis dans la fiction ça a des conséquences, puis à un moment je vais te dire, bah là tu commences à tourner de l'œil, tu tournes dans les pommes. Pareil, si tu dors pas, tu vas avoir des problèmes, et pour dormir, soit tu dors dans la rue, mais tu risques d'avoir des problèmes si tu dors dans la rue, soit tu prends un hôtel, auquel cas il va falloir débourser $50. Donc en fait, au minimum, tu as un coût de la vie quotidien qui va taper dans tes ressources qui sont déjà très très faibles. Donc
rapidement, la première chose qu'on a, donc, c'est des dettes, de l'argent, qui vont être donc le moteur de jeu. On a le cœur artificiel, qui va servir en fait de mécanique d'adrénaline, on verra comment plus tard. On choisit un métier, donc je reséquence un peu comment se déroule la partie. On choisit un métier, donc toi, comme tu le disais, tu avais choisi nomade, donc un gars qui... En gros, je fouille les poubelles. Tu fouilles les poubelles et tu récupères des trucs. Et moi, j'étais dans les médias, donc c'est-à-dire que j'avais choisi de faire un influenceur un peu crado, un influenceur un peu quepon, quoi. Trop cool. Très bien. Donc, ensuite, on a une feuille de personnage qui nous est remise, qui comporte quatre traits, l'agilité, la cognition, la force et la technique. Voilà. Et en plus de ça, on a la répute qui va nous permettre justement de changer de ligue et psy qui est une espèce de jauge de santé mentale, on va dire. Quand on atteint 50, le personnage devient un PNJ parce que ses implants et compagnie enfin, il est devenu fou en fait. Ça c'est un trope classique du cyberpunk, mais en même temps, il y a une dynamique de jeu avec ça, on peut en reparler éventuellement. Ouais, on va y juste un point avec les caractéristiques là, genre cognition, agilité, machin. À la base, ça n'était pas dans le jeu. Moi, ce que je voulais, c'était d'ailleurs, je pense qu'il y a un mode de jeu où il n'y a pas de caractéristiques. Il y a juste ton compte en banque et les objets que tu possèdes. Et c'est tout en fait, pour définir ton personnage en gros. Et avec le métier, c'est-à-dire le truc qui te permet de gagner de l'argent. Et en fait, les caractéristiques, je les ai rajoutées parce que vu que je veux jouer à ce jeu avec des gens qui font du jeu de rôle traditionnel classique, j'ai remarqué que pour eux c'était trop abstrait. Ouais. Ils avaient du mal à se projeter dans un personnage s'il n'y avait pas des caractéristiques, un truc un peu plus ancré. Donc j'ai rajouté ça pour les aider à un peu se projeter dans le personnage. Mais moi, dans l'idée, ce qui définit fondamentalement le personnage, c'est son compte en banque et ce qu'il possède terminé en fait. Très bien. Par contre, l'avantage de ça, c'est que ça permet de ce qu'on a fait naturellement avec Romaric, c'était de distinguer en fait un peu les personnages. C'est un outil de différenciation et ça, c'était intéressant pour faire une complémentarité. Ouais. Question bête, il y a des PV ou pas? Oui. Mais c'est mi-PV, mi-fictionnel. En gros, t'as des jauges de blessures. Alors, ils ont fait de très très bons jets de dés là dans la partie. Jamais vu ça. Ouais, même moi, j'ai jamais vu ça. Et donc, en gros, t'as 4 seuils. C'est la première fois que je fais des bons jets. C'est comme si t'avais 3 PV en gros. Donc, tu peux prendre une blessure légère, une blessure grave, une blessure critique. Et après, t'es mort. Et tu peux prendre direct une blessure critique. Ça, c'est moi qui jauge dans la fiction. Donc, par exemple, si tu te prends une balle dans le torse, c'est direct une blessure grave, par exemple. Mais ça, c'est l'appréciation, aussi, voilà, c'est ça, très OSR. Donc c'est en fait, moi, je juge le nombre de PV que tu perds, en gros, c'est ça qu'il faut dire. J'ai oublié de dire OSR, ça veut dire Old School Renaissance, pardon, j'ai complètement oublié, j'ai zappé complètement de définir le concept pour les auditeurs auditrices qui débarqueraient sur le podcast de la cellule. Donc OSR, ça veut dire Old School Renaissance, c'est une façon de jouer et de renouer à l'aide des théories actuelles avec le jeu de rôle des origines, et je vous invite à écouter tous les podcasts sur l'OSR qu'on a pu faire, hein. Vous verrez en déroulant parmi les podcasts, il y a des podcasts sur l'OSR, notamment avec LG, avec toi aussi Valentin, avec KF. Guillaume. Pour compléter la fiche de personnage aussi, il y a une différenciation qui est faite au niveau des personnages avec le mode de récupération d'argent, en fait les activités qui permettent de nous générer de l'argent. Parce que j'imagine sur les temps de repos, tu as sûrement des phases hors run à gérer, et puis des objectifs personnels, des choses à récupérer en cours de mission qui vont faire augmenter la réputation, et puis un peu moi j'avais un événement organisé, en fait un marché noir organisé si j'avais suffisamment de ressources. Je sais pas toi Rome, ce que c'était ton... Moi c'était si j'arrivais à faire des reportages des reportages sur YouTube, des trucs comme ça, du sensationnalisme, des piges, je gagnais quelques dollars. Ça c'est vrai qu'on l'a pas trop joué, mais je trouve ça assez chouette d'avoir un objectif perso quoi. À la fin, alors on l'a pas joué, mais à la fin je me suis imaginé avec mon personnage, parce que tu me l'as suggéré Valentin, j'y avais pas pensé en tant que joueur pendant le truc, mais après je me suis imaginé, j'ai fait mais c'est tellement cyberpunk comme truc, c'est trop bien. Enfin il y a un truc, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Voilà, alors donc ça c'est les étapes, donc la feuille de perso. Puis ensuite, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, on a de l'argent comme je vous l'ai dit, on a une dette, on a des petits billets, Valentin nous a fait des petits billets de Monopoly, voilà, avec des $100, des $10, des $5, etc. D'ailleurs ce serait presque intéressant de jouer avec du vrai pognon à ce jeu. Oh, du vrai pognon, ouais, non, peut-être pas. Non, t'as pas envie. Non, mais tu vois, juste. Bah, en fait, de billets de Monopoly, ce serait des bien francs, déjà, par exemple, tu pourrais récupérer des francs. Ouais, j'avoue, ouais. Tu vois, juste, tu vois, des billets qui avaient un sens, tu vois. J'avoue, ouais. Enfin, bon, bref. Dans la version de luxe. Ouais, mais je me dis, bah oui, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être beaucoup, mais après tout, il y aurait que $900, ça rien du tout. Non, mais tu vois, peut-être des faux billets, mais des vrais faux billets, tu vois. Enfin, des trucs vraiment réalistes. Vraiment voilà, des dollars. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est que là, donc, Valentin nous fait ce qu'il appelle le marché. Hein, dans Dominion, le jeu de deck building, ça s'appelle pas le marché aussi ?
il me semble bien. Jamais joué. Oui. Le marché, donc c'est quoi? Le marché, c'est un ensemble de cartes. Il y a des cartes donc avec un dos rouge qui correspondent au rappelle-moi Valentin parce que je vais me En fait au début c'est le bleu, c'est classique, le bleu. C'est des flingues, des grenades, des couteaux, des trucs comme ça, des balles. Voilà. Il y a quand même des trucs un peu genre cyberdeck, c'est un ordi portable en gros. Donc chaque carte a un coût en argent et un effet. C'est ça, donc le plus important, donc en gros il y a le prix en haut à droite en très gros parce que c'est un des trucs les plus importants. Voilà. Et donc c'est donc 3 types de matos, donc le hardware, donc ce dont on vient de parler, couteau, balle, pistolet. Les software, donc c'est des programmes informatiques qui permettent de faire du hacking. Donc en gros dans le jeu j'ai énormément réfléchi à comment faire du hacking de manière un peu affordante, quoi, facile à utiliser. Et l'idée c'est que on achète des software, donc qui sont vraiment des cartes, quoi. Et ces softwares ont des effets, donc par exemple de casser le code d'un système informatique. Une fois qu'on est dans ce système, on peut ralentir ce système, on peut lui infliger des conséquences, quoi. Donc ça c'est des softwares, donc deuxième type de matos. Et troisième type de matos, le cyberware, donc c'est des implants, quoi. Des implants cognitifs, des implants, des bras artificiels, etc. Le cœur artificiel du jeu est lui-même un implant cybernétique. Et qui a un impact sur le personnage. Le cœur, tu veux dire? Le cyberware. Ah oui, mais tout a un impact. C'est-à-dire que, en gros, n'importe quel élément de matos, tu peux le... fait que t'aies un couteau... Ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un impact psychique. Ah oui. Ah oui, en plus. Oui, c'est vrai. Oui, le plus on a de cyberware sur soi, le plus on fait monter une jauge qui est la jauge de cyberpsychose. Et donc là, je l'ai pas joué parce que j'avais pas de situation pertinente pour le jouer. Mais la cyberpsychose, c'est des moments où moi, en fait, je dis... donc par exemple, c'est par tranche de 10. Bref. Je peux faire des dysfonctionnements. Soit j'impose un désavantage sur les dés. Donc je dis, là, tu crois que tu es à l'avantage, mais en fait, tes perceptions se troublent parce que tu es cybernétisé à fond, donc il peut y avoir des dysfonctionnements. Là, j'impose un désavantage au jet de dés. Ou alors, je dis un truc comme, tu entends des sirènes de police, par exemple, je te dis ça à Rome, et je te montre le dysfonctionnement. Donc toi, ton personnage et toi, c'est en convergence. Vous savez pas s'il y a des policiers ou si c'est moi qui les entends, ou si c'est toi qui psychose en fait. Et donc en gros tu dois jouer avec ce truc de ok, peut-être il y a des policiers mais peut-être je suis en train de délirer. Et en fait si tu cumules de la psychose, tu vas te mettre à prendre des décisions qui sont en fait d'un point de vue extérieur complètement irrationnelles. Mais de ton point de vue, même en sachant que peut-être c'est faux, c'est quand même rationnel d'agir comme ça. Donc c'est comme ça qu'on gère la psychose dans le jeu, c'est en disant explicitement tes perceptions déconnent en fait, et donc je te dis un truc et tu sais que c'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai en fait. Ça c'est très très fort. Après j'aurais des remarques à faire sur ce genre de système, mais ouais, très très cool. Juste petite question sur la manière dont la psychose arrive, parce que alors la manière dont tu as fait le setting là, de ce que j'ai vu, tu l'as pas dit avant. C'est-à-dire ils ont choisi les équipements et après t'as révélé qu'il y avait un risque de psychose. Ça j'ai trouvé ça génial. Bon après c'est un peu spoiler alert pour les auditeurs, mais tu vois cette idée de dire on choisit les équipements et paf ça, tu vois. Donc ça je sais pas si c'est structurel, si c'est lié au jeu ou en fait t'as des règles de création de perso. Donc en fait un autre truc sur lequel on va pouvoir revenir, c'est que le jeu il n'y a pas de texte, il n'y a pas de livre. Il y a que des cartes. Et des jetons et des trucs comme ça. Et du coup c'est pour ça que je suis un peu paumé. Il faut savoir qu'il feuillette ses règles en regardant un tas de cartes. Vous imaginez, vous êtes en train de compulser un deck de Magic et en fait c'est des règles de jeu. Les règles, donc il y a des règles de création de personnages et il y a des étapes. Et en fait l'étape de calculer la psychose arrive après l'étape d'acheter le matos. Donc de facto c'est mais ça il y a que le MJ qui le connaît ou le joueur en fait il sait qu'à un moment il va falloir calculer une psychose? De toute façon il voit qu'il y a marqué psy en bas à droite. Enfin, c'est pas full caché quoi. Ok. Mais j'aime bien le petit effet de révélation. Ouais, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je trouve ça d'autant plus génial que je travaille sur un projet, et tu le sais bien Valentin, qui est un peu similaire, et donc du coup ça m'amuse de voir. On est en train de créer une tendance, Valentin. Je sais pas, mais moi j'aime bien les cartes. Donc nous aussi, j'aime bien ton projet. Enfin on est des joueurs de Magic. Mais oui, mais tu vois, est-ce que tu connais beaucoup de jeux de rôle en deck building en fait? Non, justement, moi c'est un truc que je voulais faire. On est en train de créer une tendance. Et en fait, c'est à la suite de ton projet. Qu'on a dû tester, je sais plus quand, il y a des mois de ça, ou un an ou quoi, où je me suis dit mais en fait c'est trop bien. Et toi t'avais déjà un projet avant qui était le projet du golem qui se construisait avec les cartes. Voilà, c'est ça, j'avais déjà un peu ce truc qui traînait et voilà, ça m'a donné envie. Voilà, faut qu'on le jeu de rôle en deck building. Enfin bon, on en reparlera. C'est très intéressant. Donc rapidement, en fait ce que j'ai trouvé génial d'entrée de jeu,
c'est qu'à un moment donné, donc moi j'étais en train de composer mon personnage, donc je commençais à prendre des cartes sur le marché, et Valentin, symboliquement, me met une petite tape sur la main en disant tu touches pas à ça, d'abord tu files le pognon. Et rien que cette pression-là, dès le départ, tu fais putain, ça fout direct dans l'ambiance, c'est-à-dire que t'as même pas le droit de rêver d'avoir un couteau sans que le MJ te rappelle ça coûte de l'argent, ça touche pas à ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc du coup, l'ambiance était posée, et donc du coup, c'est rigolo, parce que en fait, si vous voulez, pour vous le représenter auditeur, auditrice, qui n'avait pas forcément les cartes et la représentation en face de vous, c'est un peu comme si au début du jeu, vous achetiez vos caracs en fait. Vous avez une fiche de perso qui est vierge, et vous achetez les caracs, et en fait, l'argent, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a à la fois l'argent, elle sert comme ressource pour les joueurs à acheter des caractéristiques, mais c'est aussi intradiégétiquement parlant, l'argent des personnages, tu vois, une espèce de totale convergence entre le joueur qui cherche à OP son personnage à travers une ressource comme des pecs en fait, ce qu'on appelait des pecs en fait, c'est ça, c'est des pecs, c'est ça. C'est comme si tu avais fait en fait de l'argent in-game, les pecs out of the game, quoi. Enfin, tu vois, quelque chose. Ça, c'est un concept narratif au fond, à la base, quoi. Dans les jeux cyberpunk et tout, il y a ce truc de si t'as de la thune, tu pèses dans le game. Tu pèses dans le game, ouais. Et moi, je trouvais ça bizarre juste de mettre des points d'expérience. Parce qu'en fait, ça vient amoindrir ce concept qui est de juste de dire le plus t'as d'argent, le plus t'as d'agentivité dans le monde, quoi. Ce qui est le propos un peu du cyberpunk. Du capitalisme. Du cyberpunk. Alors, en tout cas, du cyberpunk. C'est un peu tu es ce que tu as, en fait. Il y a un peu t'es face l'individu, quoi. Ça, c'est intéressant. Après, tu vois, dans les caractères compétences dans Cyberpunk, c'est souvent ce que je dis, c'est que il y a une valorisation des compétences. C'est-à-dire, tu es non pas ce que tu as, non pas ce que tu possèdes, mais aussi ce que tu sais faire. Donc, une valorisation de la... Ouais, mais je trouve que c'est pas assez radical. Et par exemple, dans le cyberware, tu as des puces de compétences. C'est-à-dire, en fait, tu dois acheter des puces que tu te branches dans le cerveau, et elles ont été craftées par des gens. Mais c'est très cher. Et une fois que tu les as, tu sais faire des trucs. Donc, si tu veux être médecin, il faut que tu achètes la puce de médecine, etc. Et donc, la compétence, dans ce jeu-là, en tout cas, elle se monnaie. Ouais, aussi. Dans la réalité aussi. Enfin, c'est un peu triste, mais... Voilà, ce qui est aussi élégant au niveau game design, c'est que tu fusionnes en fait l'argent et puis les points d'XP, quoi. Tu fais une monnaie unique et du coup, c'est plus fluide aussi. Ouais. Et comme... On pourrait même dire, tu vois, après on revient à nos opérateurs, mais il y a un opérateur de fusion pour moi entre tes points de victoire, ta monnaie, tes points d'XP. Puisque l'argent est ton objectif, l'argent est ce qui te permet d'acheter tes moyens matériels et qui permet d'acheter tes moyens en fait, qui sont tes compétences, quoi. Tes moyens ancrés innés. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et la fusion, globalement, ça te permet toujours de fluidifier et de faire converger les conflits aussi. Parce que en fait, comme tout est lié, ça crée un lien ipso facto. Et donc les gens vont être forcément en prise dès qu'ils payent, en fait, ça leur coûte sur plein de domaines. Ouais, et puis il y a une information aussi intéressante, c'est plusieurs fois vous avez dit ok, par exemple, il y a eu un moment donné, vous avez commandé un Uber pour vous extraire de la situation. Ouais. Et vous avez dit spontanément, je lui file de la thune pour qu'il attende plus longtemps, même si c'est le merdier. Et il y a un côté, en fait, moyen d'action. En fait, c'est pour ça que j'aimerais vraiment des vrais billets, ou en tout cas, faut que je me chope un Monopoly d'époque. Parce que y a ce truc de t'as le billet, c'est la puissance, quoi. Et j'ai l'impression que tu le sens, quoi. Tu sors ton billet et tu fais que le mec du Uber il attend plus longtemps parce que toi tu vois bien la valeur de l'argent, et donc tu te dis n'importe quel personnage de cet univers attribue de la valeur autant que moi, et donc ça donne ce sentiment là, quoi, et c'est cet usage ludique. Tu peux utiliser ludiquement l'argent aussi. À fond. Et d'ailleurs, tu vois, on s'est pas fait prier. T'as pas eu à nous le demander. Ça a été spontané, ce qui montre bien la puissance. Tu te rends compte, c'est comme si on avait, en tant que joueur, choisi spontanément de sacrifier une part de notre fiche de perso, une part de notre... Tes XP. Pour un gain fictionnel. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, pour du vent, tu vois, je veux dire, en termes de fiction, on aurait pu négocier, on aurait pu chercher, on se prend pas la tête, vas-y, on paye, et puis ça va plus vite, quoi. Il y a un côté, ça match avec le propos, c'est clair et net, Thibaut. Ouais, juste une question comme ça, est-ce qu'on pourrait pas rajouter aussi peut-être une mécanique de pari en plus ? Tu vois, se dire sur cette mission-là, je la sens tellement parier bien. Sur son propre succès, quoi. Et tu vois, avec cette idée de dire, et là l'argent est à la fois ce que tu mets en jeu. Enfin, tu vois, c'est d'autres manières, tu vois, d'utiliser le média. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est. Ouais, c'est si. En fait, j'avais pensé à un truc un peu similaire, mais c'est du genre acheter du matos. Par exemple, acheter du matos consommable, c'est un peu un pari, ou en tout cas, c'est un truc comme ça.
Enfin, il y a pas mal de... Moi, j'aimerais bien que ça émerge plutôt organiquement dans la fiction. Okay. Il y a plein de possibilités autour de ça. Ouais. Bon, le jeu est déjà très dense mécaniquement. Hein. Donc j'ai un budget mécanique qui est déjà saturé. Qui est quasiment, ouais. Enfin, vous l'avez vu, de toute façon, t'as vu Romaric, le temps que tu comprennes un peu toutes les règles, toutes leurs articulations. Ouais. Enfin, on est déjà un peu à la limite, donc j'ai pas trop envie de rajouter, quoi. Ouais. Moi, je suis un bon crash tester là-dessus parce que tu as vu mes capacités ma mémoire vive est faible. Et donc, du coup, si tu mets plus de 10, tu sais, je fais partie de ces gens où si tu leur mets plus faut que tu achètes des implants. Ouais, c'est ça, dans un plan neuro. En plus, le jeu met souvent les joueurs dans des situations de pression pendant les missions où il faut prendre des décisions rapidement et tout machin. Et en fait, si jamais le jeu il est pas relativement crystal clear, c'est un peu compliqué, quoi. D'ailleurs, t'as pas présenté ta mécanique de timer, mais je pense qu'elle est essentielle dans le jeu. En fait, tu as deux mécaniques de timer. Donc, les joueurs les personnages doivent effectuer une mission. Donc, dans la diégèse, les Heart Runners ont un cœur artificiel qui stocke l'adrénaline et qui la relargue sur commande de manière à pouvoir agir très vite si besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont spécialisés, c'est des mercenaires d'un certain type, des mercenaires qui se spécialisaient dans des missions rapides. Donc c'est pas des missions où ils vont attendre en embuscade pendant 2 jours le temps que le convoi patati patata. C'est le go fast du cyberpunk. Exactement, c'est exactement ça. Et donc ça a 2 conséquences mécaniques. Donc la première, c'est que il y a un timer, donc avec 4 cadrans, comme si vous connaissez les PBTA, c'est pareil. Il y a 4 cadrans. Au début, il y a le temps. Deuxième cadran, faut se grouiller. Troisième cadran, faut tout tenter. Et quatrième, c'est terminé. Donc en fait, c'est comme s'il y avait que 3. Le dernier agit comme une dernière menace. Voilà, quoi. C'est ça. Comme le point de vie, t'es mort, quoi. Et donc en fait, moi, MJ, je peux mettre la pression en disant aux joueurs, si là vous continuez à un peu prendre votre temps, bah, l'objectif de la mission s'éloigne, quoi. Ou en tout cas, il va falloir aller plus vite. Donc si vous voulez par exemple prendre le temps de cartographier les lieux, vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours faire des choses qui prennent du temps, mais ça vous coûte cette ressource qui est le temps avant que l'objectif final soit plus atteignable. Et ça, c'est vrai pour toutes les missions. Donc déjà, quand on commence une mission à Heart Runner, on peut pas se préparer, quoi. Il faut agir et on peut éventuellement préparer un tout petit peu certains éléments, mais c'est au prix du temps perdu sur l'objectif final. Et c'est là qu'il y a du skill de joueur. Oui. Et c'est là que c'est la grande difficulté que j'ai eue pendant... Moi, j'ai eu du mal à jouer à ce jeu, même si j'adore l'univers, j'adore les concepts, j'apprécie énormément. Tout est bon, tout est parfait pour moi, mais c'est normal. Bon, après, voilà, c'est Valentin qui a fait le jeu. J'ai un peu d'affinité avec sa façon de penser. Mais tout est bon, mais c'est juste que l'enjeu, je sais pas comment dire, ludique du jeu, bah, je suis nul à ça, quoi. Je suis pas bon à ça, quoi. Alors que Guillaume, il était tellement bon. Heureusement que t'étais là. Tu mettais 2 Romaric autour de la table face à un Valentin. C'est un peu player skill, quoi, ouais. Ouais, il y a du player skill, clairement. Mais ça, c'est valable dans l'OSR. Ouais, c'est très souvent le cas. C'est quasiment un prérequis du. Moi, j'ai envie de mettre les joueurs au défi, quoi. J'ai envie de dire, bah voilà, est-ce que vous allez vous en sortir ou pas Tu veux jouer le joueur, quoi. Nul. Comment ? Tu joues le joueur, quoi. Ouais. Moi, tu me mets devant ça, à chaque situation, j'étais en train d'imaginer ce qui allait mal se passer. Après, je pense qu'il y a un mode de jeu. Quoi. Moi, je pense que ça peut un peu s'adapter au cas par cas. Par exemple, avec des joueurs comme toi, moi, ce que je ferais. Donc là, c'est le côté tradi un peu compensé, tu vois, on craftait l'expérience de jeu. Je pense qu'avec des joueurs comme toi, ce que je ferais, c'est que je prendrais les choses beaucoup plus lentement. C'est-à-dire des missions beaucoup plus soft, avec moins d'éléments à prendre en compte, pour pouvoir progresser. Tu vois, on commencerait avec des petits trucs du genre, il y a un deal dans une ruelle, faut juste que tu ailles choper la dope. Donc qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Et là, il y aurait moins de timer, un truc comme ça, le temps que tu apprennes le jeu. Et en fait, je montrais les curseurs progressivement, en fait, pour que tu apprennes à jouer, tu vois. En fait, c'est juste que au départ, quand tu joues à un OSR, tu sais pas en fait ce qui va déclencher la tape sur la main. Et donc du coup, tu es là, qu'est-ce que tu attends de moi, tu vois, tu es un peu dans une phase où tu testes. En fait, tu joues pas le joueur, en tant que joueur, tu joues le MJ un peu, tu vois, tu es là en mode qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il va être sévère ? Est-ce que le moindre erreur, tu vois, quand t'as fait tomber la poubelle, donc tu as utilisé ton drone pour larguer une poubelle sur un cuisinier afin d'entrer par la porte de derrière. C'était bien rigolo. En fait, toi, tu as été complètement décomplexé sur tes propositions. Et moi, je me suis dit, mais s'il fait ça, il va voir le drone, il va savoir, il va déclencher l'alerte, ça va mal se passer. Tu vois, j'étais en mode. Et puis en fait, non, j'ai vu que tu étais très cool. T'as dit, tu vois, quand il a dit, ouais, c'est le sale gamin, machin, immédiatement, ton cuisinier, il a dit, ouais, je vais les empafrer, ces gamins, machin. Alors qu'il aurait pu dire, quel gamin, tu vois, il y a certains MJ qui auraient dit, mais
il y a pas de gamin dans une ruelle comme ça. Enfin, Des fois, je mets des stops quand même dans le ok. jeu. Il y en a eu un ou deux. Vous m'avez dit est-ce qu'il y a ça? Je dis non, il n'y a pas ça. Démerde-toi autrement. Les propositions des joueurs, j'essaie de les accompagner. Mais il y a des fois, pour moi, si ça me semble pas logique, ça n'advient pas, quoi. Ok, Donc c'est pas un jeu où je suis laxiste. Par contre, si ça me semble possible, ça passe, quoi. Mais là, on sentait qu'on était dans une première mission dont l'objectif était un peu. C'était easy. Voilà. Ouais, C'était c'est une easy, mission ouais. Mais il y en a il y d'autres, avait des pas comme beaucoup ça, de mais sécu, tu gagnes pas beaucoup de thunes. Voilà, Easy, mais ça aurait pu mal se passer quand même, quoi. Enfin, moi, jusqu'au bout, j'ai ressenti quand même de la pression. Oui, tout à fait. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais en fait, disons que je me sentais rassuré parce que tu étais là, Guillaume. Je te jure, j'étais là en mode, de toute façon, avec Guillaume, rien peut mal se passer. Moi, je suis juste un. À la fin, je me voyais plutôt comme un valet de Guillaume, en fait. Ouais, c'est marrant. Mais du coup, marrant. C'est sympa, très... Tu vois, j'étais là en mode, mais Guillaume, qu'est-ce qu'il va proposer? Et à chaque fois, en plus, t'as des idées, Guillaume, mais tu t'en rends pas compte. Mais pour proposer des idées comme ça, en même pas 30 secondes, tac, tac, tac. Et je regardais Thibaut. C'est l'impro, ça. Et je regardais Thibaut, et je voyais Thibaut, il souriait en mode. Ouais, je connais mon frère, je sais. Il y avait un côté. Et je me disais, ouais, il doit être signé tout souvent comme ça. C'était rigolo. Enfin bon, bref. Moi, j'ai passé une super partie, mais. Parce que t'étais là, honnêtement. Sinon, en vrai, je pense que serais un le peu jeu bloqué. peut être anxiogène pour des gens. Putain, j'étais ultra anxieux. Dès le Ouais. début, au moment où tu m'as tapé la main, mais j'ai trouvé ça trop cool, Ouais. tu vois. Je me dis, oui, c'est ça le cyberpunk en fait. En vrai, j'ai Il y a ressenti une la- tension claire. Voilà, voilà, le truc c'est que à titre personnel, le cyberpunk c'est un monde qui me fait extrêmement peur, mais à titre personnel en tant que joueur, ça me trigger en fait. Tu vois, limite les lignes et les voiles, je mets cyberpunk dedans, quoi. Tu vois presque. Tu vois, c'est le monde horrible, c'est mon enfer en fait. Ah, d'ailleurs, je l'ai dit en début de partie, j'ai dit après tout. Je suis prêt à prendre tous les risques parce que peut-être que la meilleure solution pour moi c'est de mourir plutôt que de vivre dans ce monde-là. Je sais plus comment je l'ai formulé, mais un truc comme ça. Et vraiment, c'est mon enfer. Et donc, du coup, on a bien vu, hein, j'étais vraiment stun. Et toi, heureusement, t'étais là. Et ça, c'était vraiment très, très cool. Guillaume. Mais c'est souvent le cas dans le jeu de Garrick aussi, très conspi là. Je sais plus comment il s'appelle son jeu déjà. Tu te souviens de son nom? Pas complot, non. C'est complot, pas conspi. Complot. Donc c'est pareil, j'étais souvent bloqué. Et heureusement qu'il y avait François Néron à ce moment-là pour débloquer la situation parce que j'avais vraiment du mal à savoir comment agir. J'avais toujours peur de mal faire, tu vois. Et j'ai aussi la sensation dans ces jeux que ton personnage, c'est plus de choses que le joueur. Et donc, c'était par exemple, moi je sais pas faire du hacking et tout ça, c'est mon personnage qui sait le faire. Et pareil, à un moment donné, à plusieurs reprises, je t'ai posé des questions sur l'univers. Est-ce qu'on sait comment ça se passe dans ce type de boîte de nuit? Est-ce qu'il y a des récurrences dans ces boîtes de nuit? Comment l'argent est... Enfin, il y a plein de choses qu'on est censé savoir implicitement. Nos personnages qui vivent dans ce monde-là depuis qu'ils sont tout gosses sont censés savoir et que nous, en tant que joueurs, on sait pas. Et c'est ça aussi qui me bloque. C'est le différentiel qu'il y a entre ce que c'est mon personnage et ce que moi je sais. Moi, un truc que j'aime bien faire, tu vois, en Guillaume. tant que technique de joueur, c'est en fait introduire une supposition, mais dans le jeu par le biais de rumeurs. Et tu vois, moi, je passe par soit des membres éloignés de la famille, ou tiens, un jour j'ai entendu parler de ça et j'ai vu faire ça. Et en fait, je lance un peu, tu vois, je lance ma canne à pêche, quoi, et je vois si le MJ ça lui va ou s'il fait ouais, mais ça c'est que des rumeurs. Et tu vois, ça permet d'en fait, je laisse la porte ouverte, tu vois, je vais pas imposer au MJ et lui dire, tiens, il y a ça, je prends, tu vois. Mais le fait de le faire par supposition, par on-dit, etc., ça permet de laisser le MJ gérer, tu vois, et pas entrer en conflit. Le but, c'est pas de péter un scénar, tu vois, pas du tout. Mais comme ça, on lance des pistes et s'il veut prendre, il prend, quoi. Ouais, c'est de faire des propositions déguisées. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de parler en fait, au niveau du perso, mais quand même avec une logique de joueur, quoi. Typiquement, par exemple, on arrive dans une ruelle sombre. En tant que joueur, tu prends l'initiative de faire dire à ton personnage un truc du genre moi je les connais ces ruelles. Dans ce genre de truc, alors c'est pas ce que t'as dit, hein, mais dans ce genre de ruelle, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je prends ça, et tac. Et en fait, c'est une façon de dire d'abord que oui, c'est logique qu'il connaisse ces ruelles, puisqu'il est effectivement une personne de la rue, quart-monde, si ce n'est sixième monde, parce que là, c'est vraiment... voilà. Parce que t'as le syndrome de Diogène et compagnie, enfin, tu connais vraiment bien les rues, donc t'es censé savoir ça. Et c'est une manière de dire au MJ, rappelle-toi. Tu vois, par ça, contre, donc j'ai hésité à la manière de formuler, parce que je me suis dit, quand on nous envoie sur le lieu, je me dis, soit je dis que je connais le lieu, mais ça paraît beaucoup plus intrusif, tu vois, alors que si tu dis, je connais des lieux de ce type-là, tu vois, encore une fois, en fait, c'est des logiques où tu remontes à la catégorie de lieu, en fait. Et comme ça c'est beaucoup plus cohérent. Autre technique que je t'ai vu utiliser, Guillaume, c'est juste le fun. Dire, toujours sous-entendre que ça va être marrant, qu'on va s'amuser, c'est tout con. Mes parents, en tant que joueur, à chaque fois, t'étais là en mode ouais, on va péter une grenade, ça va être marrant. Ils vont être tout déboussolés et ils vont tous courir comme des cons vers le truc.
façon subliminale, à l'aide d'une grenade, de dire au MJ, voilà ce qui va se passer, MJ. Ouais. Et voilà ce que j'imagine qui va se passer. Donc, soit t'es contre, soit t'es pour, mais en tout cas, voilà ce que moi, en tant que joueur, je suggère. Et je trouvais ça malin. Tu vois, c'est des techniques de joueurs, là. C'est l'avantage d'avoir des... Enfin, tu vois, là, j'ai voulu jouer... Je trouve que c'était dans l'univers, jouer un personnage un peu cramé, qui avait un peu des soucis psy. Et puis, de toute façon, quand on joue des gens qui ont rien à perdre, bah, ça permet d'introduire un décalage, et en fait le MJ peut recaler la proposition sans aucun souci. En fait, il a vraiment totale liberté de dire bah non, tu vois, et sans que ça bloque. Sans que ça bloque, effectivement. Mais en tout cas, il y avait du skill de joueur. Hein, et clairement, là, tu vois, là, je t'ai présenté quelques exemples dans lesquels Guillaume fait des propositions qui sont intelligemment formulées pour, tu vois. Et ça, par exemple, c'est des skills de joueur que moi, j'ai pas, tu vois, je sais pas faire ça, quoi. Je suis pas du tout très bon dans la séduction des MJ et dans la compréhension des MJ. Et ça, j'ai pas eu l'habitude. En tout bien, tout honneur. j'ai pas eu. Non, mais disons que j'ai eu la chance dans ma carrière de rôliste de jouer tout de suite avec des meneurs de jeu qui étaient pas sadique, on va dire. Tu sais, qu'il n'y avait pas ce petit côté... Ouais, je t'ai eu ou... Ouais, moi mes premiers MJ, donc c'est par exemple Benjamin Guérand, Bender, lui en fait c'est carrément, il récompense plutôt la flamboyance, l'héroïsme et tout, donc plus tu décris des trucs, et il te le dit, tu vois, et lui même dans sa manière de jeu, ça se voit dans ses PNJ, dans ses trucs et tout, donc du coup tu t'as tout de suite compris qu'en fait l'esthétique est importante. Moi je viens du simulationnisme en fait. Et pas du ludisme. L'OSR, c'est très ludiste en fait. C'est très comment je vais pouvoir faire mes formulations de manière à ce que le MJ ne me puisse le moins possible avoir de prise sur ma narration et le plus possible m'accorder le jet facile. Tu vois, à tout moment, on fait des descriptions. Pourquoi ? Pour obtenir le droit de lancer le dé comme on le souhaite le lancer en fait, en un sens. Tu vois, avoir le lancer au moment où on le souhaite, de la manière dont on le souhaite, etc. Et ça, je sais pas faire. C'est vraiment des skills que j'ai pas, quoi. En tant que j'ai très peu joué en mode OSR en fait. Donc voilà, donc j'étais je trouvais ça très sympa de jouer avec Guillaume, de voir justement, parce que ça aide de jouer avec quelqu'un qui sait jouer, ça aide tellement à comprendre en fait. C'est clair qu'il y a un côté, enfin moi j'ai eu la chance, j'ai pas mal réfléchi au jeu aussi avec Uyop, Mathieu Mine. Ah oui. Donc il aime beaucoup, hein, évidemment, c'est vraiment sa cam. Toi tu m'étonnes. Et on a bien kiffé, il m'a fait jouer au jeu. Et c'est vrai que moi personnellement, donc j'adore jouer à ce jeu. En tant que joueur, c'est vraiment, j'adore, mais je suis giga stressé, quoi. Ah, moi aussi. Tu vois, genre Carrément, j'étais là, enfin tu vois, tu joues et puis t'as les situations et moi j'ai le cœur qui bat, quoi. Et tu joues face à Mathieu ? Ouais. Oh, bah, surtout que faut savoir, donc Mathieu Mine, on rappelle, hein, donc le créateur de l'horloge du diable. Bah oui, donc il y a beaucoup de liens évidemment. Punitif, hein, c'est pas du tout, c'est pas du tout violent comme truc. Ok, donc oui, en plus tu joues face à Mathieu. Oui, on a beaucoup réfléchi aux questions. Enfin, il y a plein de trucs. Bon, c'est quasiment une co-création avec Mathieu. Hein. Ah. Et lui, il me fait jouer. Et moi, j'avoue que je suis stressé de ouf, quoi. Tu m'étonnes. Je veux dire, à la fin de la partie, tu vois, je souffle parce que c'était très intense. Et en même temps, moi, j'adore ça. Ouais. Tu vois, j'adore la pression que ça met. L'adrénaline, du coup. Que ça met sur le joueur. Il faut réfléchir vite. Il faut prendre des décisions imparfaite, et c'est comme ça, quoi. Ouais. Et puis en fait, quelque part, pardon. Vas-y, non, go, Valentin. Quelque part, il y a un côté, c'est aussi ce que je recherche dans le propos, parce que j'ai un propos. Tu te fous de ma gueule. Non. Nous l'avons vu. C'est ça. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est, bah là, tu l'as dit. Enfin, en tout cas, ça déborde du jeu. C'est le côté fast life, quoi. Sans lendemain. Ouais, donc, il y a un moment donné, il faut, c'est ça. C'est nos futurs, en fait. Voilà. Donc c'est dur, je suis sous incertitude, j'ai pas le temps, faut que je prenne une décision rapide, et bah nique sa mère, je fais ça. En fait il y a un côté, oui en fait ça ne marche que parce que c'est de l'OSR, au sens où, et ça peut mal se passer, tu vois, et ça peut être une mauvaise décision, et c'est pas esthétiquement quelque chose, on va pas jouer du no futur, au sens de faire comme si, c'est-à-dire peut-être que, et c'est important, j'ai dit au début, peut-être que votre personnage il va mourir en fait, et la campagne s'arrête. Il faut jouer comme ça, il faut dire tant pis, peut-être c'est une mauvaise décision, j'y vais, et c'est peut-être catastrophique. Et nique sa mère. Et j'adore ça, moi, en tant que joueur. C'est tellement punk. C'est exactement l'idée. Ouais, et j'adore ce truc, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça les immobilise, quoi. Moi, c'est pas du tout ma manière, tu vois. C'est une pensée tellement de l'instant, ça. Alors que moi, je suis un constructeur du long terme, tu vois. Je suis une tour. Flavie me dit souvent aux échecs, tu serais une tour. Alors que toi, t'es un cavalier, Valentin, tu vas ou un fou. Des pièces très rapides, très agiles. Donc là aussi, il y a un état d'esprit vis-à-vis du jeu, effectivement, à atteindre.
j'enchaîne sur un truc, j'ai eu une sensation que la pression aussi venait d'un empilement de problèmes. C'est-à-dire que en fait, au début, on fait un truc, en fait, on fait une première connerie. Les conséquences de cette connerie on a fait une connerie qui vaut 1, c'est une connerie à niveau 1, les conséquences sont niveau 2. Comme dans les tontons flingueurs, hein, côté emmerdement, 36 fois la mise. Donc on fait une première connerie, 36 fois la mise. Donc on a 36 menaces qui nous pèsent dessus. On avance, on fait une deuxième connerie. Cette fois-ci, c'est 36 fois 36. C'est-à-dire qu'il y a un côté exponentiel des problèmes. C'est-à-dire que plus on avance, plus la traînée de merde qu'on charrie est énorme. Et donc il y a la pression, c'est ça, cette pression. C'est juste fait que monter, 30 secondes pour envisager les conséquences. Non, le fais pas. Sinon, tu vas être immobilisé. Ça, voilà. Et en fait, comme moi, je suis un joueur qui réfléchit vachement en cause-conséquence, c'est-à-dire finalement un calculateur, moi, ça m'angoisse de ouf parce que à tout moment, chaque nœud me fait envisager des problèmes. Tu vois, je pense en problème, moi. En fait, quand je joue à Magic, par exemple, j'imagine toujours que mon adversaire a les pires cartes en main. De fait, vous voulez me neutraliser à Magic, vous gardez 3 landes en main pendant toute la partie, c'est bon, vous avez gagné. Hein. Tu vois, parce qu'en fait, j'imagine que c'est pas 3 landes, c'est forcément les pires cartes possibles. Donc voilà, j'imagine toujours le pire. La version risque, disait Darky quand on parlait des podcasts autour du Val, des pods Valicast. Ouais, ce que je trouve assez sympa, c'est le côté vraiment grenade découpillée, mais en même temps, tu sais que ça va péter, mais tu vas essayer de jouer avec cette explosion. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, tu te crées les emmerdes sont intelligentes dans le jeu. Parce que tu es obligé de t'en créer pour avancer, mais tu peux essayer de rebondir avec, et vraiment en fait, tenir le plus longtemps un peu sur le fil. Et puis là, dans ce cas-là précis, ça a été un peu ça a été des effets libérateurs. En fait, on a programmé des emmerdes qui nous ont servi après pour la fin. Et ça, je trouve ça intéressant. Peut-être que ça vaut le coup de parler quand même un peu de la fiction. Peut-être pas le poteau rose, mais en gros, enfin je sais pas si c'est pertinent, je dois faire la non, vas-y. En tout cas, c'est un truc que je voudrais dire aussi pour qu'on comprenne aussi la structure du jeu, c'est que donc c'est une mission. Donc après ce truc où on achète le matos et tout, c'est une mission qui est très rapide, très courte. Moi, il y a un bar, un premier étage, un sous-sol. Il y a un objectif à récupérer dans le sous-sol. C'est déjà un peu le bordel dans le bar. Il y a déjà du monde, il y a déjà des fumigènes, il y a de la musique à fond. Donc vous entrez déjà dans un univers qui est bordélique. Qui est brouillé, bordélique. Et en fait, vous allez rajouter plus de bordel au bordel, en gros. Donc vous avez un certain nombre de péripéties vous ont amené à rentrer par la porte de derrière, descendre en bas, sortir les flingues, tirer, planter des types, récupérer l'objectif, remonter dans l'énorme merdier du bar et vous casser en Uber. Ouais. Et ça a pris 1 heure de jeu en tout. Ouais. Donc, et ça, c'est un peu aussi juste pour que les gens se rendent compte de ce qui m'intéresse, c'est que potentiellement dans une partie de 4 heures, tu peux faire 2 ou 3 missions. Ce que je fais en général. Donc les missions sont très rapides et c'est pas des trucs qui prennent beaucoup de temps. Donc en fait, le merdier que tu t'évoques, Romaric, il va se construire, il va y avoir la pression et tout. Il va falloir gérer les conséquences, tout ce qui se produit très très rapidement à cause de ce qu'on enclenche. Et après, on se casse, on laisse la merde derrière nous, on la laisse retomber. On achète du matos, on est en mode sous-marin. Un peu deck building en fait. Un peu deck building. Ouais. Et ensuite, on reçoit un autre coup de fil. Et là, on sait que c'est reparti pour le merdier. Et quelque part, c'est un peu la terre brûlée, quoi. C'est-à-dire, on va dans le lieu. Tant que la mission est effectuée, ça peut bien cramer, c'est pas votre problème. Avant que ça le devienne, mais en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est assez différent quand même d'une mission classique, quoi. C'est vrai. Et je sais pas si tu peux répondre à cette question à ce stade, mais est-ce que justement, parce qu'il y a un côté paradoxal où en même temps on cherche à avoir de la réputation en se faisant connaître et en même temps on est censé faire des missions qui sont plus ou moins de l'infiltration aussi. Est-ce que toi tu as prévu de jouer avec, c'est-à-dire que ça a des conséquences à long terme ou pas? Ouais, en fait ce que j'imagine c'est que vous aviez une réputation de runner et je l'ai pas mis dans les... en fait les règles ont pas mal changé par rapport à ce qu'on a joué sur des détails. Mais il y a un des détails normalement, c'est que vous devez choisir dans la création de perso le truc que vous utilisez pour masquer votre visage et qui est un peu iconique. Donc je ne sais pas si vous avez joué à Hotline Miami. Le jeu ressemble beaucoup à ce jeu qui est très proche, où vous pouvez mettre par exemple un masque de cheval
C'est le truc qui vous permet de masquer votre identité, mais c'est aussi comme ça qu'on vous reconnaît en tant que Earth Runner. Ou un bandana, une casquette, des lunettes réfléchissantes et un blouson jaune fluo. Bref, vous avez un peu votre persona de runner et c'est ça votre réputation. Ok. Et par contre, qui vous êtes en termes d'identité, ça c'est aussi un choix dans le jeu. Vous pouvez à un moment donné dire, mais en fait moi je travaille à visage découvert, j'en ai rien à foutre, qui viennent me chercher ou pas. Et vous pouvez avoir comme ça une... Tu penses que Macron est un fast runner? Je sais pas. Destructeur de la République française. Je ne sais pas. Il a dit qu'il vienne me chercher, tout ça m'a à fait penser à lui. Mais donc voilà, donc l'idée c'est que y a comme ça, cette gestion elle se fait comme ça a priori dans les dernières versions quoi. Ok. Je le verrais bien avec un cœur d'adrénaline quand même, ce mec-là aussi. Avec un peu de coke. Donc, je reprends ce que tu disais tout à l'heure sur la mission. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais la mission, généralement, dans le jeu de rôle classique, c'est le scénario, en fait. C'est-à-dire que ça commence par un commanditaire qui nous donne une mission. On va faire tout le scénario autour de ça. Il y aura peut-être le twist du commanditaire qui était le méchant à la fin, mais voilà. Ici, en fait, la mission, c'est plutôt ce qu'on appellerait dans le jeu de rôle classique la scène d'action. C'est-à-dire... une grosse scène d'action. Voilà, ou une bagarre, quoi. La bagarre. Donc, du coup, et on va faire plusieurs bagarres au cours d'un même scénario. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et pourquoi est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu trouves... comment dire savoureux en quoi est-ce que c'est justement le fait de faire plusieurs bagarres comme ça au-delà, alors pour la dimension deck building je trouve ça génial parce que déjà, du coup, ça permet d'avoir énormément de pioches de cartes, etc. En fait, c'est la boucle quoi. Faut que ça boucle vite pour qu'on évite le sentiment faut de progresser, vite la réputation qui monte, faut que t'aies vite de l'argent qui tombe, faut que ça tourne, et en fait l'idée c'est de dire mais à quoi bon faire des missions longues. En fait je fais la mission qui a la taille la plus petite possible de manière à ce que ça fasse le job. C'est-à-dire mettre dans des situations risquées, utiliser le matos, produire des conséquences problématiques. Là, vous avez eu de la chance, on n'a pas eu, mais il peut y avoir des blessures, et ça, il va falloir aller chez le médecin, ça coûte de l'argent, etc. Alors... Donc du coup, l'idée, c'est de dire, faut la séquence minimale, de manière à ce que le jeu tourne et soit plaisant, mais si jamais je rallonge la mission, c'est juste du temps de perdu sur la boucle de gameplay. De la boucle de long terme, tu vois, entre mission et intermission. Et ça n'a pas un sens dans le propos global du jeu, ça ? Fast Life, un peu quoi, aussi. Ouais. Mais je pense que je sais pas si c'est le propos, mais c'est aussi une question de, pour que le jeu fonctionne bien, faut que les boucles soient pas trop longues, et ça c'est un truc de game design de base, quoi. Parce que je trouve que ça veut dire quand même quelque chose de la vie, ça. Enfin, il y a un côté de la vie dans du cyberpunk, c'est-à-dire qu'il y a un côté... Comment il s'appelle ce film où le mec il a les battements de cœur et il peut pas les arrêter là. Ouais. Et tu vois, il doit toujours les augmenter là, tu vois, c'est un truc comme ça. Et il y a un côté aussi comme le football, c'est un haute tension, non ? Haute tension peut-être bien, ouais, tu vois. Il y a comme le football, on dit le football c'est un sport arrêté, c'est-à-dire qu'en fait tu vas passer ton match à faire rien. Mais dans les 15 secondes où tu seras actif pendant toute la période, il faut que tu fasses c'est-à-dire qu'il y a un côté c'est tout ou rien. Et ça c'est fasciste. C'est-à-dire que le fait de passer d'une situation où on fait rien à une situation où on est hyper actif, donc du blanc au noir, du lent au rapide, du gentil au méchant, moi je fais pas le lien direct personnellement. Ouais, je sais pas s'il y a un propos. Alors ce qui est sûr, a priori pour moi, c'est qu'on peut pas être sous tension pendant 3 heures d'affilée, c'est pas possible. Pour moi, il y a que un... Alors, je vous l'explique, je vous le dis autrement. Il n'y a que un dispositif dans lequel on est en compétition les uns avec les autres, un dispositif guerrier qui peut créer ce genre de tension. Moi, je suis pas d'accord. Où ta vie est en jeu d'un coup, etc. Et moi, donc, je pense pas, tu vois, je trouve qu'on retrouve les logiques de temps fort, temps faible qu'on trouve dans toute constitution de spectacle, par exemple, tu vois, où tu as des moments où tu as un temps de respire, un temps d'intensité. Moi, franchement, je fais pas de lien direct avec... Alors, tu peux avoir une rythmique pareil dans le combat, mais tu peux la trouver dans la danse, tu peux la trouver dans plein d'autres domaines, et je trouve pas que ce soit spécifique, tu vois. Ici, pour moi, c'est c'est vraiment tourné vers un sentiment négatif de spirale. Le spectacle, en fait, c'est construit, la respiration est construite en vue de produire quand même des effets qui sont de l'ordre de l'émancipation, de la libération, de la réflexion, etc. Tu vois, je suis désolé, le moyen est le même, la fin est différente, et la fin détermine aussi les raisons. Tu vois, c'est pas une question de rythme, c'est pas, enfin.
la problématique, c'est pas uniquement une question de rythme, c'est pourquoi ce rythme est là. Et là, le sens du rythme ici, il est là pour gagner de plus en plus de thunes, qui vont nous pousser à massacrer de plus en plus de gens, qui vont nous permettre de nous améliorer, mais nous améliorer, c'est nous détruire dans ce jeu. En fait, tous les potards sont là pour te dire, chaque fois que tu prends des cartes, tu es en train de t'auto-détruire. Donc, c'est pas des temps de repos et c'est des temps de tension. Moi, la rythmique, je la vois plus comme une manière de suspension de réflexion. Pour moi, cette rythmique est influence plutôt pour descendre au niveau du réflexe et d'avoir une pensée instinctive et réflexive. Après, est-ce qu'elle est forcément guerrière Dans un spectacle, oui, mais pas là. Ici aussi, pour moi. Je trouve qu'on descend à l'instinct. Moi. Non, quand on prend le Uber, qu'on s'en va, on est confronté à une scène de marché, on gagne de l'argent et immédiatement on est remis dans une situation réflexive. On ne cesse jamais, c'est comme dans Vademecum en fait. Moi j'ai retrouvé un peu de Vademecum aussi. On est sans cesse en fait dans la réflexion, tac 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 tac. Et il y a dans Vademecum la scène d'introspection qui fait justement complètement une rupture brutale. Là il n'y a pas de scène d'introspection. En fait l'idée c'est quand même que, bon là vous avez vu la face sombre du jeu. Où donc c'est des missions, c'est de la violence, c'est de l'augmentation cybernétique, de l'argent, etc. L'idée c'est que le système est celui-ci, mais potentiellement tu peux avoir des moments justement hors mission où tu vas potentiellement interagir avec des personnages qui sont dans des galères aussi, et des personnages qui peuvent être touchants, avec lesquels tu peux potentiellement te lier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer ça, c'est-à-dire c'est de jouer parce que je pense qu'il y a ça dans le genre narratif cyberpunk qui, moi, m'intéresse. Ce contraste entre la quasi-totalité de l'univers, du jeu, de la dynamique qui est giga toxique, et en même temps, enfin toxique au sens où elle est un peu addictive, et en même temps, tu vois, elle t'emmène avec elle, quoi, dans un certain mindset. Ouais, mindset. Et beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, et parfois, tu as des moments de grâce, tu vois, où tu as un personnage avec lequel il y a quelque chose qui se passe, qui est touchant, un acte de bienveillance ou d'entraide profond. Et je trouve que ce contraste m'intéresse énormément. C'est-à-dire le fait d'être quelqu'un de bien dans ce monde-là. Ça, c'est vraiment héroïque. Comme ce qu'on a fait avec l'Android, le moment où on lui a dit mon gars. Ouais, ça c'était beau. J'ai senti un moment beau là. Exactement. Et moi, c'est exactement ça. Et ça émerge spontanément dans le jeu. Et il y a des moments. On venait de tuer 15 mecs, mais avec cet Android. Et en plus, c'était rigolo parce que c'était un Android. C'est-à-dire qu'on avait tué des gens, des vrais êtres vivants. Ouais. Et la seule personne avec qui on a été gentil, au final, c'était un Android. Et ça, c'est très cyberpunk. Il y a le côté, où, pardon, pour clore, et de ça, dans les intermissions. C'est aussi le moment où tu peux un peu explorer ça, tu vois. Où tu peux un peu aller dans ces relations ou dans ces moments plus contemplatifs. Il y a un côté à la fois pervers et magnifique dans le jeu. C'est aussi que on questionne un peu l'humanité, ou en tout cas la notion d'âme à travers les sentiments et pas à travers la biologie. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu vois, ce que tu soulignais, Romaric, le fait que en fait, on a ôté des vies humaines, même s'ils sont cybernétisés pour un Android, mais finalement l'Android avait plus de sentiments et les humains étaient plus avilis que l'Android. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait on a un monde qui est porté à fond par la matérialité, mais pour moi la question, tu vois, il y a peut-être un vide fertile aussi là-dessus, c'est une réflexion en fait sur la nature la nature de l'âme, la nature des émotions, et c'est de dépasser cette matérialité pour aller accéder à autre chose. Mais alors vous êtes juste en train de confirmer mon propos. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire le moment où le rythme est cassé, c'est-à-dire le moment où le rythme d'efficacité est cassé, c'est là qu'émerge la beauté humaine, la gentillesse, la contemplation, la lenteur, le moment où on prend son temps, où on joue une belle scène. Vous êtes en train de confirmer ce que je disais tout à l'heure sur le rythme. On ne l'aperçoit que par contraste. Mais justement. Ouais, mais finalement tu m'as convaincu, je crois, Romain. Effectivement, il y a un côté machine à laver. Mais oui. On tire partout, on réfléchit plus. Je le dis autrement. Ouais. Là, un sport arrêté comme le football, où il va y avoir lent et d'un coup il faut aller vite, c'est une activité qui met en fait en exergue l'efficacité. C'est-à-dire que d'un coup il faut être efficace, faut être là, faut être présent, faut aller vite, faut réfléchir, et d'un coup hop, on se pose, on s'arrête, on réfléchit,
Et là, tac, il y a la contemplation qui vient. Mais un système dans lequel on est arrêté, on est efficace, tac, t'es sollicité, il faut que t'agisses tout de suite, et vite, etc. Mais c'est ça, c'est l'archétype même de la machine. C'est l'archétype même, c'est-à-dire que regardez une machine, les rouages ne roulent pas. Il y a des rouages qui ne font rien, et il y a des rouages qui tournent à fond, et ça va alterner, ça va s'altérer, etc. Et donc en fait, c'est exactement en fait la société qui conduit à l'industrialisation, à la mécanisation, à l'usage des personnes que l'on prend puis que l'on jette. Je veux dire, ces gens, c'est exactement ça. Oui, non, ça, je suis d'accord. Et ben oui, mais ça, c'est lié au rythme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le rythme de la partie, la façon dont l'action, en fait, se déroule, les réflexions autour de l'ajout du matériel, etc., et le propos cyberpunk. C'est-à-dire que ce jeu ne pourrait pas être autre chose qu'un jeu cyberpunk, en vérité. C'est-à-dire que je vois pas un autre univers. Tu vois, tu changerais la couleur des cartes, tu mettrais des petites fleurs à la place des dollars ou de la. Tu vois, imaginons qu'on veuille faire de ça un jeu de la nature, d'accord ? Un jeu où on joue des arbres et donc on doit pousser. Et en fait, les ressources, ça va être de l'eau. De la terre, on achète des éléments, machin, etc. Et alors donc on a une scène dans laquelle on doit gagner ces éléments, etc. Et puis machin. En fait, je crois que ça fonctionnerait pas. Le rythme n'est pas en adéquation avec la nature, la prise de temps, l'émergence des sentiments par le temps passé ensemble, etc. Il est là pour désigner des gens efficaces qui se détruisent pour être la bonne personne au bon moment, au bon endroit et gagner un maximum d'argent, c'est-à-dire maximiser l'efficacité. Ok, proposition. On change l'univers et on se dit on veut un truc où les gens se détruisent pas et les gens prennent soin. Hôpital. T'as des gens dans un hôpital, typiquement le fonctionnement d'un service d'urgence. T'as des gens qui sont en veille. Il y a une période où il se passe rien. Et là d'un coup c'est le rush. On accueille les gens, on les prend en charge, on soigne, hop, temps de repos. On a le temps ensuite de se reposer sur les dossiers, d'analyser les choses, etc., etc. Et il y a vraiment une rythmique comme ça. Est-ce que tu trouves que les urgences aujourd'hui et la façon dont elles sont gérées, c'est humain ? Tu es médecin. Alors, on rappelle que Guillaume Rioux est humain. Alors, c'est un vaste débat. Ouais. Parce que tu vois là, en fait, ça dépend. Après, là, il y a des. Enfin, je pense que la question, elle est vaste et il y a d'autres contraintes qui gèrent ça. Moi, je les ai connues depuis. J'ai fait à peu près 7 ans où j'ai travaillé où j'ai été confronté en tout cas à des services d'urgence, que ce soit par les gardes notamment. Il y a eu des fonctionnements différents, mais dans les premières années en tout cas, le système a changé maintenant pour plein de raisons, des fermetures de centres externes, une surcharge, etc. Mais le fonctionnement de base, il est quand même celui-là. Il est quand même l'idée d'avoir des systèmes résilients. Il y a des décisions politiques qui brisent ça, et c'est pas le sujet du débat, mais en fait, il y a quand même la configuration optimale d'un service d'urgence, c'est d'être résilient. C'est-à-dire qu'il y a une surcapacité d'accueil en temps normal, et par contre, c'est une capacité à absorber le rush. Et ensuite, à vite accueillir les patients, stabiliser, et ensuite on transfère à des services de temps long. Il y a vraiment cette idée de gestion de flux. En fait, un service d'urgence, si on veut le modéliser, c'est de la gestion de flux. C'est un bon contre-exemple, à mon avis. En tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir. Il faudrait qu'on rentre dans le détail et tout ça. Et puis, c'est pas le débat. Mais je pense que ce serait transposable à des formes qui ne soient pas guerrières. C'est ça, c'est-à-dire que tu mets ça à des fins non guerrières. Ceci dit, en général, les situations qui provoquent des urgences à l'hôpital, elles sont générées par des accidents, mais très souvent par autre chose. Même hors système. Ouais, on pourrait parler d'accidents, mais même sur des périodes épidémiques, etc., qui ne sont pas aussi ponctuelles. Mais il y a quand même des effets d'arrivage et de. Oui, mais pourquoi on en arrive à des épidémies pareilles ? Est-ce que c'est pas parce que notre monde va trop vite ? Est-ce que c'est pas parce que notre monde veut être tellement efficace qu'il a mis ses bras et ses mains dans tous les lieux du monde ? Est-ce que quelque part on devrait pas ralentir ? Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait qu'on a des situations de crise et des situations d'urgence ? Dans quelles situations en fait les urgences sont vraiment utiles ? Est-ce que c'est pas justement dans des situations de conflit ou des situations de terrorisme qui sont liées à des tensions qui pourraient être dépassées autrement, par l'intelligence sociale, par le temps pris à se comprendre les uns les autres au lieu de se détruire les uns les autres pour imposer ses idées, etc., etc. On peut réfléchir aussi aux mécanismes d'urgence. Je suis d'accord que si tu veux, les urgences pour moi c'est un sparadrap sur une jambe de bois. Le monde a besoin des urgences parce que le monde est une urgence à lui tout seul, et donc forcément quand il y a des accidents c'est toujours énorme parce que oui, tout est énorme, tout est gros, tout va trop vite, donc ça fait tu vois, c'est compliqué. Ça nous emmènerait trop loin dans un débat, mais en tout cas je vois l'idée, c'est-à-dire que utiliser en fait, dire attention, il existe des situations qui sont dans le care, dans le positif et qui nécessitent en fait de l'urgence.
le rythme arrêté, etc., que tu décris, Romaric, n'est pas forcément lié à une finalité. L'idée, c'est de dire fasciste. le rythme est un outil. Le rythme est un outil qui est très adapté à cet univers, Excellent. mais le rythme est neutre en soi. Il est ni bon ni mauvais. Ceci dit, bon, après en musique c'est pareil, tu vois, quand tu prends des gens comme Philippe Glass et tout, ils servent à illustrer des Koyanis Katsi, ils servent pas forcément à illustrer des. Enfin bref. Allez, donc Thibaut. Toute petite remarque, je reviens sur le game design et sur la réflexion sur 2 joueurs ou 3 joueurs. Parce qu'en fait, alors je te soumets une idée, tu me diras, mais j'ai l'impression que cette structure de tension, elle marche très bien à 2 joueurs parce qu'en fait il y en a un qui fait et l'autre quelque part qui est déjà sommé de préparer le coup d'après, alors que si on est à 3 joueurs on pourrait se dire, même s'il y a la pression de la mission et tout, mais finalement tu vois que en tant que 3e joueur quelque part tu peux te dire je respire un peu et bon les 2 autres vont avancer, tu vois, c'est une idée, je te lance, tu nous... Du coup, j'aurais moins ressenti la pression du fait de m'appuyer sur Guillaume. Oui, peut-être qu'il y a des formats de jeu qui dépendent de... Bah alors, à vrai dire, moi, ce jeu, je l'ai pensé pour un joueur, un meneur. Parce que là, t'as la presse, quoi. T'es tout seul, faut décider, quoi. Et moi, j'adore. Enfin, quand j'ai dit jouer avec Mathieu, Yop... je pense que ça va être génial. T'es tout seul, faut prendre la décision, t'as pas le choix. Et c'est vrai que ça met vraiment une charge intense, quoi. Et c'est possible qu'en fait, le nombre de joueurs, ce soit une variable qui soit là pour contenter une variété de gens, mais c'est clair que l'expérience de jeu va changer beaucoup dans le sens que tu évoques, ça c'est vraisemblable, ouais. Moi, j'étais un peu dans la situation du petit frère qui voit son grand frère faire plein de conneries. Donc, Guillaume faire plein de conneries. Et moi, j'ai le petit frère qui dit oh, mon grand frère, il fait plein de conneries. Oh, ça va nous retomber dessus, ça va être affreux, ça va être affreux. Mais il sera là pour me protéger. Tu me l'aurais tué. Que tu crois. Voilà, c'est ça, tu me l'aurais tué au bout de. Ah là, j'aurais été dégoûté, Valentin, si tu avais fait ça. Tu vois, il a tué mon grand frère, je suis tout seul maintenant, je dois subir toutes les conséquences de ça. Pas moi, c'est les dés. Hein. Ouais, les dés. Mais tu vois, c'était ça. Moi, mais effectivement, Thibaut, très bonne remarque. Ouais, c'est vrai que je me suis un petit peu reposé sur Guillaume en fait. C'est possible que ce soit un truc un peu à gérer dans le jeu, quoi, conseil de jeu, quoi. Ouais. Si vous jouez avec quelqu'un qui aime bien l'attention, qui aime bien être à fond, bah jouez tout seul, quoi. En même temps, un jeu de deck building, je trouve que c'est plus rigolo de le faire à plusieurs. Et puis je trouve que ça multiplie les possibilités. Et sur un jeu OSR, je trouve que le côté équipe est quand même cool. Ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, se dire aussi un très bon joueur, beaucoup de player skill, on peut le faire en one-to-one et puis ça va brugner et puis ça va être très rapide. 2 joueurs qui sont pas top, bah là c'est peut-être bien d'être à 2 parce qu'il y a la complémentarité. Et puis bon, des joueurs en initiation peut-être à 3 parce qu'au final ils vont peut-être se supporter les uns les autres. Tu vois, cette idée de se dire finalement je peux régler aussi, c'est un peu paradoxal, mais le niveau de difficulté en fonction du nombre de joueurs. Oui, c'est vrai. Je sais pas si toi derrière par rapport à tes scénars, tu vois, entre 1 et 3 joueurs, est-ce que le scénar change? Est-ce que tu ajoutes des PNJ, des trucs? Ouais, bah la difficulté change, ouais. Okay. Il y a plus de problèmes en fait. Les problèmes sont plus importants, quoi. Il y a plus de personnes, il y a plus de caméras, de drones, de trucs, de videurs, de ce que donc vous voulez. En plus d'avoir les joueurs qui peuvent se reposer les uns sur les autres, ça peut aussi diluer un peu ton action si tu multiplies les problèmes et peut-être être moins focus sur... Ouais, mais ça c'est un peu consubstantiel au fait que tu as plusieurs personnes, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais ça va changer ton rythme à 2 niveaux, quoi. Ouais. Alors il y a un dernier petit truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'adrénaline, qui est une mécanique du jeu qui fonctionne comme ceci. Chaque fois que vous devez faire un jet de dés, c'est qu'en général le MJ estime qu'il y a une difficulté. Faut que tu réexpliques l'histoire des difficiles et dangereux là. Ouais, c'était pas clair en fait. J'ai paumé les règles, ce qui est possible avec un jeu comme ça. Je pouvais la cardiaque. Si ça se trouve, elles sont dans un deck. Ouais, elles sont quelque part. En fait, c'est assez classique. Hein. C'est en fait, on ne fait de jet de dés que dans une situation qui est difficile et dangereuse. Si elle est difficile mais pas dangereuse, ça réussit. Si elle est dangereuse mais pas difficile, bah ça réussit. C'est vraiment les deux à la fois. Donc si on est dans cette situation, alors d'un point de gameplay c'est important parce que ça permet de justifier qu'elle peut rater parce qu'elle est difficile, et ça permet de justifier que si elle rate, elle peut avoir des conséquences négatives. Donc c'est ça le côté dangereux. Avec des succès qui sont de l'ordre de à 10 ou plus. Donc si on lance un D12, on additionne avec notre carac. Si on fait 10 ou plus au résultat de l'addition, c'est un oui mais. Si on fait en dessous, c'est raté. Si on fait 10 ou plus, c'est oui, mais. Ça veut dire qu'on réussit, mais il y a une contrepartie. Si on fait 15 ou plus, c'est oui, c'est un oui franc, on réussit, point barre. Et si on fait plus de 20, eh ben on va trop loin. Hein, ça, c'est un truc très PBTA. C'est très libreté, en fait. Libreté. C'est vraiment piqué de libreté, hein, de vif et à son.
Donc il y a ces différents niveaux. Et donc bon, à ce stade, c'est assez en fait la dynamique, ça crée une dynamique classique des PBTA, c'est-à-dire fail forward comme on dit. Donc si vous ratez, en fait c'est pas un échec et rien ne se passe, ça peut jamais être ça. Ça peut être que vous ratez et quelque chose de pas cool se passe. Votre hardware se pète, vous prenez des dégâts, n'importe quoi. Les gens, les contre-mesures informatiques sont alertés. Donc moi j'ai une table de conséquences négatives. Donc voilà ce qui se passe. 10+, pareil, vous réussissez, mais il y a un truc qui va pas bien, donc ça permet que l'action en fait continue tout le temps. Parce que dans le jeu, faut pas que ça s'arrête quoi. Dans les missions, faut que ça continue tout le temps, pas de stop. Et l'adrénaline, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Chaque fois qu'on C'est un doit truc lancer qui vient moduler ce système, qui est assez classique, somme toute assez classique. On en gagne dès qu'on doit lancer le dé. Ça, Voilà. c'est rigolo. Ouais. On a l'impression que... Alors, excuse-moi, je t'interromps 30 secondes là. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en général, quand un MJ nous demande un jet de dé, c'est un peu une punition. Enfin, tu vois, il y a un petit côté merde, je vais devoir lancer un dé, j'avais envie de faire ça, je vais devoir lancer un dé. C'est un peu chiant. Mais avec la mécanique d'adrénaline, tu dis ouais, c'est chiant, mais regarde déjà. Tiens, je te donne un petit truc. C'est-à-dire que ça, c'est exactement. cool. En fait, il y a alors vous l'avez peut-être pas ressenti vous, mais en fait, quand on joue pas mal, il y a un truc qui se passe, c'est que en fait, tu peux volontairement te mettre dans des situations stressantes, c'est-à-dire des situations où il va falloir lancer les dés, de manière à pouvoir commencer à accumuler de l'adrénaline. Thésauriser un peu Thésauriser, ouais. Mais en fait, c'est normal. Tu te dis, bon, l'adrénaline, quand je la dépense, donc dans le jeu, on stack l'adrénaline et on peut la dépenser pour être beaucoup plus puissant, quoi. Augmenter massivement les chances de réussite. Et donc, tu peux te mettre volontairement dans des situations stressantes pour commencer à gagner de l'adrénaline. Que tu rates, que tu réussisses ou pas, on verra. On sera thésaurisé. Voilà. Au moins, tu as commencé à injecter un peu de tension dans le cœur, quoi. Ouais. Et là, après, tu vas pouvoir boucler. Donc, comment ça marche ? Du coup, c'est tant que tu réussis, tu gagnes pas d'adrénaline. Donc, ça va, tu réussis, ça continue. Et si tu rates beaucoup, tu gagnes beaucoup d'adrénaline. Et si tu rates un peu, tu gagnes un peu d'adrénaline. Ce qui équilibre en fait le jeu. Voilà, on a un mécanisme de carapace bleue, comme on dit, c'est-à-dire c'est exactement si, ça, voilà. Si tu rates beaucoup, du coup, tu as beaucoup d'adrénaline, donc tu vas beaucoup réussir par la suite. Voilà, c'est ça. Tu as les moyens. Tu as les moyens de réussir. Donc du suite. coup, ça fait que un peu mécaniquement, enfin même pas qu'un peu, mais mécaniquement, t'as des allers-retours entre des moments où tu vas réussir et puis des moments où tu vas rater, mais en même temps, ça va te remettre dans le jus. Et c'est justifié fictionnellement par le fait que quand tu rates, ça te fait un shot d'adrénaline parce que tu as besoin de résoudre les problèmes vite, quoi. C'est brillant ça, Guillaume. Mais là, ce qui me plaît beaucoup, c'est que en même temps, c'est une compensation et c'est une forme de récompense, mais c'est une récompense perverse parce que tu as cet effet de double seuil sur la réussite. Et un truc qui pourrait être même intéressant, c'est de se dire l'adrénaline, tu puisses pas la dépenser au compte-gouttes. C'est-à-dire quand tu veux utiliser ton adrénaline, tu vides ton stock en fait. Et tu auras ton plus. Et ce qui te fait prendre le risque de surchauffe, ouais. quoi. Alors le risque de surchauffe, il est toujours là parce que je constate, alors vous avez vraiment fait de bons jets de dés, non seulement vous n'avez pas raté, mais en plus vous n'avez pas réussi de manière excessive. Donc vous avez fait des 16, des 17, des 18, des 19. C'est très improbable. Et en général, ce qui se passe, c'est que au moment où il y a vraiment beaucoup de tension, les joueurs, donc une action très importante, ils vont dépenser toute leur adrénaline, ou quasiment. Ouais. Okay. Et du coup, il y a une bonne probabilité de faire 20 ou plus. Ce que toi tu veux, parce que en fait, loin, oui, en plus c'est le moment où tu veux vraiment pas que ça rate. Ok, ça va pas rater. Sauf que là, tu vas en fait péter un câble et il va y avoir du sang partout. Et ça va être vraiment très très gore et il va falloir gérer les conséquences du fait que ça va vraiment trop loin. Donc du coup, et ça, enfin, on pourra pas mal tester. Ça, le flow, il est là, quoi. Et il y a vraiment des cas classiques. Mais même si t'as envie de pas aller trop loin, il y a un moment donné, t'as vraiment envie de réussir quand même. Donc tant pis, tu vas claquer tes 5 points d'adrénaline, tu le fais, quoi. Mais moi j'aime vraiment beaucoup là, je trouve que les mécaniques elles sont hyper cohérentes sur plein de strates. Le fait d'acheter le cœur artificiel, ça te fait dépenser de l'argent, mais c'est ce qui te permet de vouloir atteindre ton objectif. Et l'adrénaline qui est stockée sur le cœur artificiel, c'est à la fois ce qui va te permettre de réussir et qui va te faire échouer aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment une ambivalence sur plein de choses en fait dans le jeu, et ça je trouve ça très intéressant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rajoute pour l'adrénaline, juste pour finir, il y a quand même un truc important, c'est que donc on peut stocker de l'adrénaline sur le cœur. Donc on réussit, on rate et tout, on peut en dépenser, puis on peut un peu thésauriser. Ce qui se passe dans le jeu, c'est que tant que l'action n'est pas super critique,
les joueurs ils dépensent pas tout. Souvent ils vont regarder un petit peu, ce qui est sympa parce que du coup ça permet un peu d'équilibrer, de moduler, puis ils vont avoir 3, 4, 5 points d'adrénaline, puis à un moment donné en général il y a une action vraiment critique dans le scénar. Là ils vont tout dépenser. Mais avant ça, en fait, moi ce que je veux c'est amener les joueurs le plus vite, en fait je veux que le rythme soit intense dans la partie. C'est aussi, ce jeu est fait pour ça, aussi. Pas dans la partie. Dans la partie dans la action. mission, voilà, dans la mission. Et donc du coup il y a le côté timer, il faut que ça aille vite, mais il y a un autre truc, c'est le cœur artificiel, il y a une règle qui est, si jamais vous soufflez, vous perdez toute votre adrénaline, ce qui est normal. Tricheur. Comment ça Il triche. Ça. Bah, il triche. peut. Là, tu peux souffler, mais... C'est là que ça me fait penser à le film, où il faut toujours accélérer le cœur. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que par exemple, alors moi, ça arrive souvent dans les parties où les joueurs ils font, ok là, bon, là on se met dans un coin et j'observe. Je dis, tu peux faire ça, tu vas juste perdre toute ton adrénaline puisque tu souffles. Et du coup, les joueurs sont dans une situation où ils font, bon bah écoute, bah tant pis, nos futurs, nique sa mère, j'y vais et je sors les flingues. Je l'ai fait dans cette partie. À un moment donné, donc je dis, il y a deux solutions, soit on fall forward, on va directement sur l'Android, soit je prends un peu de temps pour hacker les caméras de sécurité. Tu m'as dit oui, mais ça va te prendre du temps, donc tu m'as montré d'abord la carte timer, donc tu m'as dit attention, on va passer un cran si tu fais ça. Et ensuite j'avais de l'adrénaline à ce moment-là que j'avais stocké pour justement réussir mes actions avec l'Android, parce que je voulais vraiment, c'était l'objectif et le cœur de la mission. Et du coup en fait j'ai fait le choix de dire oh Osef les caméras, exactement, hein, tu te souviens, et donc j'ai foncé, donc c'est l'objectif de cette mécanique. Très très bien. Tu as oublié un... Ah pardon, excuse-moi Thibaut. Non, c'est juste... Et les 4 points d'adrénaline quand tu tues quelqu'un. Ouais, je voulais en parler. Je sais pas le dire, tu vois, je me disais, est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas c'est quoi qu'on recherche en termes de propos Bah là... ça fait monter la tension. Pour émuler les urgences de Guillaume, ça pourrait être sympa comme... Donc en fait, donc tu gagnes de l'adrénaline quand tu fais un jet de dés, quand t'échoues un peu et quand t'échoues beaucoup, et quand tu réussis un truc particulier qui est neutraliser un adversaire. En général, ça veut dire... c'est pour neutraliser, c'est pas forcément tuer. Ah, t'as pas dit ça, si tu l'assommes, tu gagnes 4 je suis pas au clair avec ça. J'en sais rien pour l'instant, je sais pas. En fait, ce que je constate, c'est que ça... en fait, il y a la folie meurtrière qui arrive, quoi, dans le jeu. Et on l'a eu. Pas trop. Ah, tu rigoles. Ouais, quand même si. Hein. Si, moi j'étais à fond dans la folie meurtrière. Je joue avec le mec, le gros là, il me dit, il a une... Et attends, et à un moment donné, à la fin, comment dire, le gros... le bourreau. Bourreau, voilà. Le gros bourreau là. Ouais, mais ça c'est normal. Ce n'était que justice. En fait, le bourreau, quelque part, tu rétablis la justice. Enfin, tu vois, c'est un acte normal de jeu. Mais tu vois, il y avait tout un tas de gens que vous auriez pu dessouder un peu gratos. Vous l'avez pas fait. Et c'est tant mieux, quelque part. Ça montre que vous êtes humain. Tu vois, il y a des gens qui convulsent par terre. Tu vois, c'est vite fait de faire 16 points d'adrénaline. Ouais. Thibaut. Ah ouais, d'accord, t'aurais joué comme ça. Non, moi je l'aurais pas joué comme ça, mais okay. Parce qu'il y a le roleplay, il y a tout ça, tu vois. Mais en fait, la mécanique, la mécanique, elle t'ouvre cette possibilité-là. Ouais, en fait, tu peux devenir un psychopathe dans le jeu. Ouais, pour gagner des points. En fait, mais quelque part, je me dis, fictionnellement, pour un fait de sens. C'est-à-dire, je sais que j'ai un truc qui va stocker l'adrénaline générée dans les situations où j'assassine des gens. Je vais pas, en fait, être un psychopathe, mais il se trouve que je vais peut-être profiter quand même de ça. Donc, ce qui se passe en général dans les missions, c'est qu'il y a de la tension, et au moment où il y a un assassinat, c'est un moment assez clé où tout de suite ça bascule, il y a un moment de bascule en fait. D'ailleurs, la musique change, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais moi je change la musique et ça devient de l'électro un peu vénère. Mais moi dans ma tête, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais changé la musique exactement. Dans ma tête. Ouais, c'est... J'ai fait... Exactement. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est soit un moment de bascule, et en fait moi j'aime bien que ça, du coup ça fasse ce chaînage de ok, t'as plein de points d'adrénaline, là il faut que tu choisisses ce que tu fais de toute cette réserve, sachant que si tu laisses retomber la pression, tu perds toute ta jauge. Donc du coup il y a vraiment un truc où ça bascule, et on est parti là pour un tunnel de en général 20-30 minutes de tension qui retombe pas. Donc ça sert à ça à la base. Ce qui est curieux, c'est que tu le traduis en termes d'adrénaline, la neutralisation, mais pas en termes psy. Alors qu'on pourrait se dire d'emblée, tu vois, tu prends des points psy et tu vas à la psychose. C'était volontaire ou... Non, j'y ai pas pensé. C'est vrai que ça... En fait, j'ai pas tellement envie de faire la comptabilité pendant la mission.
d'autre chose que l'adrénaline, la thune. Mais par contre, tu pourrais éventuellement te faire des coches et puis à la fin de mission, les gens ils règlent l'addition quoi. Ça peut être pas mal, ouais. Une fois que c'est retombé, ils subissent le problème, c'est que ça. Alors moi, je le ferais à titre personnel, mais uniquement pour des éléments où tu tues des gens qui ne sont pas des défenseurs du système. C'est-à-dire que quand tu es punk, mais c'est ça. Le punk, c'est quoi ? C'est l'anti-contrôle. La définition même du punk, c'est ça, c'est l'anti-contrôle. Tant que tu vises à éliminer des gens qui incarnent le contrôle, donc des flics, des bourreaux, dans le cyberpunk, en fait, ça ne donne pas lieu à du psy. Quand tu commences à attaquer des enfants, dans le cyberpunk, là ça donne lieu à du psy, parce que là tu vires à la monstruosité. C'est sûr que non, pas dans cette forme-là pour moi, au moins, parce que là pour moi j'ai envie d'être silencieux sur qui incarne le contrôle. Je veux pas qu'on statue là-dessus en fait dans la partie. Bien sûr. Explicitement. Ça, je comprends. Donc pour moi c'est au joueur de donner progressivement la réponse de qu'est-ce que c'est qu'être punk pour lui quoi. D'accord, très bien. Bon après voilà, la mécanique c'est pas définitif du tout. Je prends les retours et c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui vont changer. Hein. Et sous-entendu, le contrôle est l'adversité dans le punk. Donc c'est normal de la vaincre. Oui. Voilà. Et c'est que quand tu commences à aller vaincre des choses qui au contraire, c'est que j'avais envie de détruire quelque chose de beau dans Fight Club, tu vois. C'est là que tu perds de la psy. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Thibaut. Mais alors juste pour confirmer que la mécanique ça marche très bien, c'est-à-dire que c'est parce que tu l'as évoqué là, on l'a vu dans le jeu, c'est-à-dire que après il y a eu cette séquence où Romaric pendant X minutes, on n'a pas compté, mais il y avait ces 4 points là et tu faisais plus les caméras parce qu'il m'a dit exactement. Tu vas les perdre si tu vas les perdre, voilà. Si et donc en fait cet apport là, et c'est quand tu dis effectivement quelque part là la première mort dans le jeu, elle change la dimension du jeu parce que tout d'un coup elle amène plein de points sur la table qui doivent être pas perdu, tu vois, il y a ce côté aussi un peu de spare, on se dit on a de la ressource, donc là c'est vraiment pas le moment de la perdre, donc go et ça fait vraiment cette rupture de rythme. Ça marche. Sachant qu'en plus j'ai été assez gentil avec toi Romaric. Oui, j'ai trouvé parce aussi. Que en fait t'étais déjà un peu en surcharge cognitive, donc du coup je me suis dit je vais pas trop te mettre la pression, mais si j'avais joué un peu plus sévère, je t'aurais dit non mais là vraiment si tu continues à être pépère. Oui, d'accord. En plus, j'avais un petit bout de papier là de. Ça j'ai juste oublié. De dysfonctionnement quoi. Ouais. Mais si j'avais été un peu plus sévère, je t'aurais dit non, là si tu fais ça, c'est que tu vas perdre ton adrénaline. Mais vu que t'étais déjà un peu en train de me dire aïe, je sais pas quoi faire, c'est trop dur comme jeu, je me suis dit bon, je vais être un peu soft et je vais pas te. Mais c'est un moyen pour moi d'intensifier la pression. C'est ma première partie, il faut être gentil. Bien sûr, c'est pour ça. C'est ma première fois. Ce qui est cool, c'est que ça se traduisait aussi dans le corps. À un moment, Romaric s'est levé, t'étais vraiment dedans, quoi. Tu t'es levé de table et tout, donc c'est vraiment le signe que ça fonctionne. Ah ouais, non, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne à fond. Et après, sur la question du contrôle, c'est intéressant parce que en fait, je pense que ce que ça vient essayer de casser, c'est la notion de contrôle statique. C'est pas des, enfin tu vois quelque part c'est pas des, parce qu'on pourrait imaginer des contrôles dynamiques, des choses qui te piègent. Là t'as des structures relativement statiques avec effectivement toutes ces caméras, et les caméras c'est un peu emblématique de ça quoi. C'est un point de contrôle, tu vois, t'as des choses figées, fixées, des espaces un peu verrouillés, et quelque part ce que tes runners vont faire c'est de déverrouiller les espaces. Tu vois il y a un peu, enfin c'est un peu, tu vois on traverse les murs quoi. C'est un peu cette idée de dire on recrée des lignes de fuite, tu vois, on change la nature des espaces. Et tu recrées des grandes lignes de flux à l'intérieur. Et ça, je pense qu'il y a un truc. En fait, ça, c'est dans le design même des missions. Ouais. Donc, moi, les missions, c'est des cartes. Et c'est le couple de une carte de contrat et une carte de lieu. La carte de contrat, elle me dit, moi, meneur, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que veut le client, un objectif secondaire. Peut-être qu'on n'a pas joué d'ailleurs, mais là, c'était de foutre le bordel. Donc, objectif réussi. Et quelques éléments de type d'adversité qu'il peut y avoir, et un lieu, et c'est souvent un lieu en 3 étapes. Donc vous c'était la ruelle extérieure, le premier étage, le sous-sol, et en fait c'est toujours des lieux qui sont en tunnel où il faut passer dans la première salle pour passer dans la deuxième salle. Donc c'est structurel quoi dans toutes les missions. Alors ça a des formes très différentes, c'est pas nécessairement des bâtiments, c'est pas, tu vois, ça peut être très différent.
Alors, deux choses. La première, c'est que tout à l'heure, quand je te parlais du cyberpunk, de détruire le contrôle, etc., c'est vraiment dans le cadre du cyberpunk. J'encourage pas les gens à aller se faire un flic ce soir. Hein. On est bien d'accord que je parlais vraiment de ce type de narration et ce type d'histoire. Et voilà, je voulais être tout à fait clair parce que j'avais peur d'avoir été très violent tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, oui, traverser les murs, bien sûr, aller contre le contrôle, évidemment, mais la réponse, et c'est là que moi j'ai une petite critique, la réponse en fait que donne le jeu au contrôle, c'est la rapidité, c'est-à-dire d'être plus rapide que lui. Et c'est là que je dis et c'est vraiment bien. Bon, après on voit que c'est un jeu autodestructeur et compagnie qui a un propos un peu nihiliste. Exactement, voilà. C'est pas un jeu émancipateur. Voilà, c'est ça. C'est un propos nihiliste. C'est une certaine forme d'émancipation très précise, on va dire. C'est-à-dire que pour échapper au contrôle, il faut aller vite. Et ça, à mon avis, c'est une très mauvaise méthode. Ouais, en tout cas, l'objectif pour moi, c'est de dire faut échapper au contrôle d'un point de vue de rapidité et aussi d'abandon de la précaution. Voilà. C'est une solution particulière, quoi. Voilà, c'est genre, en fait, le no future du punk, quoi. Mais ce qui est quand même destructeur, quoi. Le no future du punk. Mais c'est une très mauvaise réponse à la société de contrôle. Très mauvaise mais réponse. moi, je suis pas en train de dire que c'est un propos politique, ce que je fais. Je suis en train de dire c'est un jeu dans lequel ce qu'on va jouer, c'est le no future. Après, faites-en ce que vous voulez. Hein. Mais moi, ma critique, je te dis, voilà, ce jeu me dérange. Ah oui, d'un point de vue politique, mais ça, je peux comprendre. Et alors moi, je comprends, par contre. Question, il est bien réalisé. Tu vois, réflexion, question, je sais pas, sur cette idée de dire, ça va très vite, tu vois, voilà, tout ça déroule. Et ce qu'on disait au début, ce que Romaric disait, avec cette idée de dire, et tout d'un coup, il y a des moments de grâce. Tu vois, et moi ce que je me dis c'est que, alors je sais pas si on peut le faire mécaniquement ou pas, ou tu vois, mais c'est cette idée de dire, en fait on pourrait imaginer que le moment de grâce, en fait, il distend le temps. Et donc on se placerait dans une idée où en fait, en termes de temps diégétique, en fait c'est 1 seconde, mais en fait vous allez jouer l'instant, tu vois, en prenant la plénitude de l'instant sur, allez, je sais pas, 1 minute de jeu, enfin tout ça à voir, tu vois, pour faire ressentir finalement que tout d'un coup, waouh, il y a une sorte de respiration, tu vois, c'est peut-être juste un regard. Ça se trouve, c'est ça. Et après, ça se referme. C'est un jeu de contraste, c'est-à-dire que et ça pourrait peut-être se penser. On pourrait presque dire que en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en nous donnant l'expérience du fast contre le contrôle, en ressortant du jeu, on en ressort, étant donné l'autodestruction à laquelle ça a mené, on en ressort avec l'idée qu'en fait, c'est une mauvaise solution. Et donc en fait le propos est inverse de celui que le jeu cherche. Ouais, mais la sortie, moi j'y crois pas, tu vois. Ta réponse. Hein. Ouais, parce que, non mais c'est plutôt, j'y crois pas dans le sens considérer qu'on regarde en fait ce moment de grâce post-run. Bah quelque part on a perdu, fini, ouais. On a perdu le truc. Tu vois, la question ça serait de dire comment on fait émerger intra-run des moments fugaces. Où tu vois, c'est à la fois la respiration, la pause, l'intensité de l'émotion. Ce jeu va les faire émerger. Ah, sans doute, ouais. Je suis assez persuadé que là, les mécaniques et la mise en place est déjà suffisante pour faire émerger ce type de vie fertile. J'en suis intimement convaincu. Et là, dans cette partie, on en a un exemple, encore une fois, l'Android. La manière dont on a traité l'Android, et quand on y réfléchit et qu'on prend un minimum de recul, le fait qu'on traite les humains comme on les a traités en leur mettant des poubelles sur la tête, et que l'Android, immédiatement, on lui a donné une veste, on lui a donné des vêtements, on lui a donné une magnifique cagoule, et on l'a traité en ami immédiatement. C'est incroyable. Mais ça, c'est pas parce que c'est un Android, c'est parce qu'il était crucifié et était venu sauver Jésus. Donc. Bah ouais, mais je trouve que symboliquement, le fait que comment dire, Valentin en ait fait un Android, on a plus d'empathie pour les. On est dans un monde dans lequel on a plus d'empathie. C'est Blade Runner aussi. Oui, c'est Blade Runner, effectivement. Complètement. Je pensais à 3.16 aussi, dans le type de, tu vois, le côté mission très rapide. On résoudrait très rapidement une mission assez horrible avec des scènes d'action absolument cataclysmiques dans 3.16, horribles, des bouchées, des trucs à la Starship Troopers. Et ensuite, il y a le débrief après, et il y a une scène de jugement où chacun va régler ses comptes avec le colonel qui a fait ceci, cela. Là, on n'est pas là-dedans, hein, tu vois, par exemple. On n'est pas dans cette espèce de truc où la scène d'action sert à un jugement moral après. On a fait la scène d'action, et en fait, après la scène d'action, on a une autre scène d'action qui est la scène d'optimisation, de marché, de calcul, et on retourne dans l'action, etc. Non, parce que tu as quand même une intermission qui est quand même un peu plus longue. On l'a pas du tout joué de nous, parce que là, c'était vraiment une partie de démo.
mais il y a si on joue campagne, quoi, il y a une intermission où vraiment on prend le temps. On prend le temps de faire des scènes avec le fixeur qui donne les missions, avec les clients, avec les gens qui nous donnent du matos et tout, pour faire retomber la pression. Éventuellement des scènes de job, quoi, où toi tu vas ramasser les poubelles, Guillaume, etc. Et ensuite on revient dans l'émission. Mais donc du coup il y a vraiment, et là on peut se lier avec, comme je disais, avec les personnages, avec des éléments du setting, on peut plus raconter. D'accord. Donc il y a quand même une intermission un peu à la B-Stage où on va voir des amis. Voilà, c'est ça, exactement. Alors ça, c'est un mode de jeu possible. Je sais qu'Udiop, il jouait plutôt vraiment mission marché pour vraiment l'attention. J'aime bien ça aussi. Enfin, il y a plusieurs... Ouais. C'est assez modulaire en fait comme très jeu. Bien. Oui, très bien. Et comment tu fais pour dormir dans la rue dans ce cadre-là ? C'est-à-dire c'est-à-dire, tu vois, tu nous as présenté le jeu en disant il y a un gros enjeu sur tout ce qui va être restauration, hébergement, etc. Ouais. Donc là, on a vu vraiment la mission, tu vois. Après, il y a le marché. Et la question que j'ai, moi, c'est de se dire, est-ce que ça devient un mini-jeu de dormir dans la rue ? Alors oui. Ou pas ? Pour moi, ce serait... Comment ça se passe ? On va se faire voler des trucs. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Ah oui, il n'y a pas de mini-jeu. Il nous a dit, si vous pouvez dormir dans la rue, mais vous allez vous faire emmerder. Moi, je regarde ce que j'ai quoi ? J'ai un couteau, j'ai des objets. Je me dis, je vais me faire piquer un truc. Ok. Voilà. C'est clair. On n'en sait rien. On se dit ça, on n'a pas joué. Ou faire perdre un point de vie, tu vois. Non, mais voilà ce que je me dis. Moi, ce serait une scène. Il y aurait une scène. Tu ferais une scène complète, quoi. C'est vraiment ok. Ça virerait à l'action. Possiblement, ouais. Oui, d'ailleurs, il y a des scènes d'action, mais dans ces scènes justement intermission, on peut quand même sortir les flingues. Enfin, c'est du jeu de rôle, quoi. Guillaume, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Eh ben, faites-vous implanter Heartrunner et puis c'est le go-fast du cyberpunk. Ouais, bien joué, belle maxime. Thibaut, tu voulais... Non, c'est bon, tout le monde a dit. Hein. Valentin, tu avais un dernier élément à ajouter ? Moi, il y a juste un élément, donc on l'a cité un petit peu, il y a un petit côté deck building, parce qu'en fait, dans le marché, on va tirer au hasard des cartes de cyberware, donc il y a des gros paquets de cartes, quoi, de cyber, hardware, software, donc on va au marché, mais on n'a pas tout qui est dispo, on a juste une fraction. Et si on l'achète pas maintenant, si ça revient pas dans le paquet, on peut pas le réacheter. Donc il y a un côté aussi, est-ce que je profite maintenant de l'opportunité ou pas, sachant que... Tu crées la rareté, quoi. Tu crées la rareté comme ça. Tu peux vendre tes objets ou pas ? Tu peux vendre à moitié prix. Donc du coup, il y a aussi un côté, il faut s'adapter à ce qu'il y a sur le marché. Ça, on l'a pas joué. Voilà, c'est là ça. aussi, il y a un truc fast. Tu sais, tous ces sites de vente en ligne qui affichent urgent, il n'en reste plus qu'un, etc. Pour inciter à l'achat. Aussi, ça permet d'aller plus vite dans la dynamique de jeu. T'as pas une énorme liste de matos et tu réfléchis pendant des heures en amont de la partie à ton build. Là, de toute façon, tu vas devoir faire avec ce qu'il y a sur le marché, quoi. Oui, même si il doit y avoir... imagine le jeu demain est un immense succès, il y a plusieurs tables. Il va y avoir sans doute des discussions entre les tables, genre de build, oh putain, tu l'as chopé le couteau, bonus plus 4. Ouais. Oh putain, ouais, je l'ai vu une fois, machin, mais t'as vu le prix, mais c'est trop bien. Mais si t'as ce cyberware avec tel truc, c'est trop bien parce que... Donc c'est un jeu de combo aussi, cool. Potentiellement. Donc il y a un petit côté quand même buffet, comme disait, c'était Casey Okidam qui avait cette théorie-là des jeux buffets, c'est-à-dire avec, tu sais, où t'as plein de listes d'objets que tu peux jeter, tu peux imaginer, faire tes choix, etc. Il y a quand même ce petit côté buffet que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a ça, je voulais juste préciser, qui moi vraiment me fait kiffer quand je joue. Et un autre truc que je voulais évoquer rapidement, c'est que je me suis mis une contrainte avec le jeu, c'était 0 texte sur un livre. Et donc du coup, il y a des tableaux, donc c'est pas du texte sur un livre, mais il y a des tableaux par exemple de matos qu'on peut acheter. Il y a des cartes, énormément de cartes. Il y a un écran où moi j'ai plein d'informations sur l'écran. Et parce que je voulais du matériel en fait, étant donné la thématique. Il y a des billets, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi ça m'a contraint énormément dans la créativité que de ne pas pouvoir expliquer les règles en plus de ce qu'il peut y avoir sur une carte. Ou même par exemple, je peux pas faire un scénario en plus de ce qui peut tenir sur une carte. Je peux pas décrire un lieu ce qui peut tenir sur une carte. Au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas encore diffusé, mais on a fait un podcast sur Revolver Noir.
qui est un jeu d'une boîte dont c'est l'objet, en fait, c'est de faire des jeux sur 13 cartes. Je sais pas si tu connais ces jeux-là. C'est des jeux de société. Comme les microgames de chez Matago. Ce sont les microgames. En fait, Matago traduit les jeux d'un gars dont c'est le secteur. Donc on a fait un podcast entier sur la thématique. La contrainte un peu créative. La contrainte créative. Et en fait, c'était ultra productif pour moi, dans le sens où, du coup, à chaque fois que j'avais une idée de règles, une idée de matos, une idée de scénar, une idée de quoi que ce soit, de personnage, il fallait que je le conceptualise dans un format contraint et relativement minimal. Et du coup, c'était super cool à faire, quoi, en termes de production, pour moi, que de générer ça. Et moi j'aime pas lire des livres, mais j'aime bien manipuler du matos. Je préfère largement jouer avec ce matos, quoi. Alors, je suis désolé, j'ai l'impression que ça va relancer le podcast si je dis ça, mais une des conclusions auxquelles on était arrivé sur ces petits jeux en 13 cartes, c'est qu'ils étaient particulièrement adaptés à l'ère du temps. Bah ouais. C'est-à-dire qu'on veut aller vite, on veut lire les règles vite, etc. Ce qui est encore une fois en mais moi je suis assez mais moi je suis pas comment dire. Moi j'aime bien aller vite quand même. Oui, je sais que tu es très perméable à ce petit côté. Moi des bouquins immenses et tout, je veux dire, le discours qui serait de dire oh là là les gens savent plus prendre le temps, moi je souscris pas. Hein. Alors nous serons opposés. On sera opposés. Des adversaires, Cosmos contre Cosmos. Moi, si tu peux aller right to the point, donc, c'est là où je dis, et toi tu dis le go fast n'est pas une réponse pertinente, ça dépend, Bon, ça sera une autre discussion entre nous. Ça se discute. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup Merci beaucoup Valentin pour ce jeu. C'est pour ça que je voulais dire Vivien. Je viens d'un monde dans lequel, à l'époque, juste avoir un système de ressources avec l'adrénaline comme ça faisait déjà un bon jeu, un jeu incroyable. Là, on faut quand même se rendre compte qu'on a un jeu qui est très abouti. C'est à la fois un jeu révolutionnaire parce que c'est du deck building, un jeu de rôle. En même temps, c'est cyberpunk, c'est-à-dire que le propos, il est match avec la thème. En même temps, il y a des ressources in et out. Il y a le côté de l'argent là qu'on dépense et en même temps il y a l'adrénaline et on a l'impression c'est un jeu un peu spectaculaire quand même là. Tu nous as fait un peu un feu d'artifice là, je sais pas mais moi en tout cas j'adore y jouer. D'accord, okay. Moi j'adore en fait j'ai fait un jeu pour moi aussi. Je kiffe ma race. Voilà, et ça m'étonne pas du tout que Mathieu Mine soit quelque part là-dedans parce que c'est tout à fait le genre de truc et c'est un peu on en avait parlé avec comment ça s'appelle, l'horloge du diable là c'était le temps, encore une fois, qui était... c'est très intéressant tout ça. Bon, allez, on va pas faire votre psychanalyse à vous deux, les fous, là, Valentin et Mathieu, mais on vous aime beaucoup, et c'est... écoute, ça, c'est playtest concluant, là, encore une fois. Donc, je sais pas, ça... Est-ce que tu sais comment ça va sortir? Est-ce que tu sais j'en sais rien du tout. Il y a beaucoup de matos, j'en sais rien. Je sais même pas si ça va sortir. Soit un PDF, soit... Ou alors un gros crowdfunding avec plein de paliers. Ah oui. Voilà, et un palier où tu as vraiment les vrais billets, mais tu dois les payer par contre. Tu vois, c'est-à-dire que tu payes toi-même tes vrais billets en te laissant une commission, bien sûr. Oui, tu vas l'idée. Billets signés. C'est-à-dire que tu vois, si tu veux les vrais billets, en fait, tu dois payer la quantité de billets. Pas con. Pas con quand même. Modulo, bien sûr, le paiement de la plateforme, etc. Ça c'est évident. Entre-temps, il y a des intermédiaires. C'est génial. Merci beaucoup Valentin. Merci Thibaut. Merci à vous pour Merci beaucoup Guillaume. Merci Guillaume, parce que sans toi j'aurais pas pu jouer. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.